Bon, eh bien, si nous pouvons commencer. Entrez, entrez. Nous sommes ici pour l'atelier 1, des outils et approches qui font évoluer les actions de l'aide internationale, avec un point d'interrogation. Nous avons la chance d'avoir ici 5 intervenants qui vont constituer un atelier qui est à la fois homogène, mais qui est relativement divers. Il est homogène parce que nous avons 3 communications qui se retrouvent sur des questions qui ont été aussi abordées ce matin, celle du cadre logique et celle du chemin de changement. Et puis nous avons 2 interventions qui sont assez différentes. L'une qui pose la question à propos d'une étude de cas qui remet en question la définition d'un expert et de ce qu'il fait dans un projet. Et enfin, une communication encore dont l'étendue est encore plus vaste et qui pose la question de la mesure. Et à travers cette question de la mesure, eh bien, c'est aussi la question de l'évaluation. Et donc, on peut revenir au cadre logique et au chemin de changement. Voilà, c'est un peu comme ça que je voyais les choses. Chaque orateur va disposer de 15 minutes. Comme nous allons essayer de privilégier la discussion, d'autant que nous ne sommes pas très nombreux et surtout désormais nous sommes très proches, eh bien un quart d'heure à chacun, et ça nous laissera 1 heure de discussion, ce qui, à mon sens, sera suffisant. Voilà. Eh bien, Madame Vincenot. On peut laisser les 2 numéros. Oui. Bonjour, donc je vais commencer par me présenter pour que vous puissiez un peu situer d'où je parle. Je suis doctorante à l'université Paris Diderot, au laboratoire de changement social et politique, et j'ai en même temps une casquette de praticienne dans le secteur depuis 15 ans, presque 20. Et jusqu'à dernièrement, je co-animais le programme dont plusieurs personnes ont parlé ce matin, le programme Prisme du F3E. Voilà. Donc mon travail de recherche s'inscrit en sociologie clinique. C'est donc une sociologie qui étudie la société, le social, mais en plusieurs dimensions, donc au niveau individu, groupe, organisation, institution, société, et puis de façon pluridisciplinaire, donc à la fois psychologie, biologie, sociale, qui sont les dimensions qui composent un être humain et donc une société à terme. Donc c'est des dimensions qui sont liées, et vous verrez que parfois dans ma présentation, il est possible que je passe de l'une à l'autre, donc je vous préviens. Donc l'idée de mon travail de recherche, c'est de travailler sur l'évolution du secteur des ONG à travers la façon en regardant l'imaginaire social du champ associatif, et donc plus spécifiquement pour mon travail de thèse, les ONG de développement en France. Et l'idée, c'est de mettre en rapport l'étude de l'évolution des logiques de gestion des ONG de développement en France avec la façon dont les salariés de ce secteur se représentent leur activité. Et de voir ce qui fait lien, ce qui est en tension et comment ça fonctionne. Donc il y a tout un travail autour d'identifier l'imaginaire des salariés du secteur. Pour travailler sur ces logiques de gestion, j'étudie des parcours professionnels de personnes. J'étudie aussi des parcours d'organisation, le lien entre les deux, mais j'étudie aussi des outils de gestion et le cadre logique en est un. Donc un outil de gestion de projet et un outil incontournable du secteur. Et il y aurait beaucoup à dire, le temps est court, donc je vais essayer d'aller un peu de façon brève, de vous donner quelques éléments, sans revenir sur l'analyse en tant que telle du cadre logique, qui, il me semble, a quand même été pas mal travaillé. Mais pour dire que cet outil-là, le cadre logique, il apparaît dans le cadre de la professionnalisation du secteur, une professionnalisation à la fois des acteurs, c'est-à-dire qu'il apparaît à un moment où les acteurs se professionnalisent dans le sens où travailler dans le champ de la solidarité devient un métier, on peut faire carrière, on peut y gagner sa vie, toute sa vie, et on y développe des compétences, on en a déjà parlé ce matin. Et dans ce champ-là, ce qui est assez spécifique, c'est que jusque-là, c'était plutôt une activité qu'on faisait en plus de son activité principale ou qu'on faisait aussi de façon bénévole.
Et donc on va voir que dans la façon dont se diffuse et dont les acteurs s'attribuent ou utilisent le cadre logique, il y a toute une dimension aussi de revendication d'expertise professionnelle. Et que les acteurs qui peuvent se plaindre d'un cadre trop fermé ou trop contraints sont aussi des acteurs qui vont le revendiquer et valoriser leur expertise professionnelle par rapport à des amateurs en montrant que justement ils ont un outillage expert et ils vont donc s'en servir et le valoriser. C'est aussi un outil qui apparaît dans le cadre de la professionnalisation des organisations. Donc à un moment où les organisations, les ONG, le champ se démultiplie et où il y a une concurrence importante entre toutes les structures qui naissent, avec des fonds qui restent constants. Et donc c'est aussi une façon pour les organisations de montrer leur expertise et de montrer le sérieux et le sérieux de leur travail. Il faut dire donc que cet outil, l'idée c'est pas de critiquer l'outil pour l'outil, puisque on part du principe qu'un outil c'est quelque chose de nécessaire dans le fait de travailler. C'est quelque chose de nécessaire pour manipuler le réel et le transformer. C'est donc la fonction dans le travail. On a besoin d'outils et que le cadre logique est un outillage et qu'il apparaît à ce moment-là, à un moment justement où il y a une complexification du réel et de la réflexion des projets. Donc les projets gagnent en taille. Donc il naît dans les années 90. Et donc c'est vraiment un moment où il y a des projets de plus en plus complexes, de plus en plus conséquents, où il faut penser de façon globale avec beaucoup d'interactions, et donc l'outil permet de simplifier, de symboliser le réel et de le transformer, d'avoir une action sur lui. À ce titre-là, il est nécessaire dans le cadre des actions à l'époque. Ce que je voudrais vous montrer à travers cette réflexion autour du cadre logique, c'est la façon dont cet outil qui avait été montré, qui passe pour un outil généralisé, neutre, puisque scientifique et rationnel, amène en fait une façon de penser les projets, une façon de penser l'action du champ très forte. On l'a vu, le dernier, je pense que c'était Hélène Charton qui vient parler, on va retomber un peu dans les mêmes réflexions, mais en fait on voit petit à petit que tous les professionnels du secteur sont formés au cadre logique, que c'est un outil qui est apparu dans les années 90 comme une obligation dans les formats de demande de subvention et qui petit à petit va imposer une modélisation de l'action dans les programmes de développement. Pour ça, je vais revenir un peu sur un autre plan. Mon idée, c'était de vous montrer, de repartir un peu dans qu'est-ce que c'est qu'une logique associative au départ et qu'est-ce qui constitue la logique associative, en disant finalement quand il y a une association, une ONG qui se crée, il y a une logique dite instituante. Et donc on va trouver à l'origine une logique qui institue une organisation à travers un groupe qui se retrouve autour d'acception de ce qu'est la solidarité pour lui. Donc on va trouver un groupe d'acteurs qui se donne une définition de la solidarité et qui va instituer à partir de là un discours et une pratique qui lui permet d'identifier des besoins auxquels il va répondre de façon très spécifique en fonction de cette définition et des réponses spécifiques. Mais comme ces structures-là, donc ça c'est des logiques qu'on appelle instituantes, et comme ces structures se créent dans des cadres institutionnels, donc elles flottent pas dans l'air, elles sont dans un contexte, on va voir que le cadre institutionnel va normaliser ces logiques instituantes qui au départ sont très spécifiques par organisation. Et on va voir quelque chose qu'on va appeler des logiques isomorphes, c'est-à-dire que ces structures vont en quelque part se mettre en conformité avec des modèles dominants. Et dans la société, le modèle dominant, ça va être plutôt le modèle d'entreprise privée ou le modèle de service public, pour être un peu schématique. Et donc, si on rapporte ça au champ des ONG de développement, mon interprétation, c'est qu'il y a une période instituante ou de réinstitution du secteur du développement avec la crise du Biafra et la décolonisation, enfin cette période-là, qui va redynamiser, poser d'autres principes ou réactualiser des principes d'intervention qui jusque-là, qui vont redynamiser un secteur, et que l'urgence, finalement, toute cette mouvance MSF va repositionner le secteur du développement sur des critères d'intervention plus apolitiques, etc., plus en lien
avec l'évolution post-coloniale. Et que cette période post-Biafra va avoir émergé un très grand nombre de structures. Donc ça va avoir beaucoup de structures françaises qui vont sortir, arriver, naître à ce moment-là ou se réinventer à ce moment-là, avec un foisonnement, une période de bouillonnement et une multiplication des actions. Et que si on applique donc cette histoire de normalisation avec des logiques isomorphes, on va voir que cette période de bouillonnement va être suivie d'une période de normalisation dans les années 90 avec ce que Pascal Dauvin et Johanna Siméon ont appelé une rationalisation inter-ONG. C'est-à-dire qu'on va voir que ces structures vont petit à petit se réguler mutuellement et modéliser leurs interventions. Et l'idée, c'est que le cadre logique, cet outil qui apparaît à ce moment-là, va permettre cette mise en conformité de l'action. Et ça, je crois que c'est Jean-Louis Laville qui le dit, l'idée de la mise en conformité, c'est que chacun, quelle que soit sa logique instituante, va intégrer cet outil normatif qui va finalement se greffer sur les pratiques qu'il a déjà. Et va donc transformer, modéliser l'activité, et à travers le cadre logique, on voit qu'il y a une modélisation qui va se faire sur le format projet. Jusque-là, on parlait d'action, d'activité, etc. Il n'y avait pas tout à fait encore cette logique projet. Et petit à petit, on voit la fonte de la distinction entre la forme donnée à l'activité pour qu'elle rentre dans un cadre de demande de financement et l'activité elle-même. C'est-à-dire qu'au départ, on avait ces activités, ces grandes lignes de projet, ces politiques, on prévoyait une activité, et pour avoir une subvention, on faisait rentrer cette activité dans un cadre. Et on remplissait notre cadre logique. Petit à petit, on va prévoir un projet à partir du cadre logique pour obtenir un financement, pour faire financer notre action. Ce qui est tout à fait... on voit cette logique qui change, et donc le produit vendu devient celui qui fait réalité. Et à travers cette logique donc, qui est implémentée par le cadre logique, on voit que petit à petit, l'organisation en tant que telle, et pas seulement l'activité, va être orientée sur sa fonction productive. Donc le cadre logique, enfin le projet, on va dire l'activité au départ devient projet, et le projet vend du résultat et s'engage à atteindre ce résultat. Donc ce qui devient important, c'est un projet avec une atteinte de résultat dans les temps impartis. L'idée, donc, ce que je voulais vous montrer à travers ça, c'est qu'on va, avec l'arrivée du cadre logique, petit à petit, et la formation des professionnels, et la concurrence, et donc c'est plus global que ça, mais le temps est un peu contraint. Ne vous excusez pas. Pour pas faire, parce que je fais un peu schématique, mais l'idée, c'est de montrer comment on passe d'une activité qui devient projet et qui devient gestion d'un portefeuille de projet avec une obligation d'atteinte de résultats. Et comment cette évolution-là fait passer des structures, finalement, facilite en tout cas le passage d'organisations qui étaient plutôt de type charismatique, donc qui prenaient leur source pour beaucoup, en tout cas autour de leaders avec une autorité incarnée forte, vers des structures avec une mutation des organisations qui deviennent plutôt des organisations de type gestionnaire bureaucratique. Et que l'idée, c'est de dire à quel point, puisque c'était déjà intégré par les acteurs, ce changement de logique arrive et facilité, en tout cas, en termes de changement structurel des organisations. Donc ça, c'est le point central que je voulais développer. Ce que je regarde ensuite, moi, dans mon travail, c'est aussi comment se fait... Qu'est-ce qui se passe une fois que au moment où ça change dans les organisations? Et on observe quand même beaucoup de tensions, de structures qui, dans le secteur français en tout cas, vivent des temps un peu de tensions internes. Et l'idée, c'est de regarder comment ça se passe, ce changement-là, avec deux éléments que je vous partage là, mais qui sont sans doute à creuser plus tard. L'idée que, en fait, quand il y a un changement de typologie d'organisation, la première idée, c'est que on observe, quelqu'un parlait de polysémie tout à l'heure, et je pense que ce changement se fait beaucoup, c'est un changement de culture aussi dans l'organisation, et ce changement se fait, à mon avis, sur un malentendu sémantique. Sur un malentendu sémantique, dans le sens où on va voir que l'organisation ceux qui sont déjà en train de travailler sur ceux qui ont la volonté de faire devenir l'organisation sur une modalité plus bureaucratique, vont par exemple parler d'engagement,
Là où les acteurs qui sont dans une culture plus charismatique parlent aussi d'engagement, mais ne vont pas recouvrir la même chose. Et en fait, ce qu'on voit dans cette idéologie plutôt gestionnaire, enfin ce qu'on appelle le pouvoir managérial, c'est qu'il y a une évolution de la notion d'engagement, et que autant ce qui était d'un engagement personnel qui motivait chez l'acteur une adhésion ou une implication dans ce secteur-là, va devenir de la part de la direction des ONG une obligation d'engagement à atteindre, cet engagement étant nécessaire et obligatoire pour atteindre les résultats vendus. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Bon. Et l'autre dimension que je trouve assez intéressante, c'est la dimension qui est autour. Donc, si vous regardez alors avant de changer dans les cas que je travaille, il y a vraiment beaucoup de notions comme ça de polysémie, de malentendus sur des termes qui ne sont pas développés, qui sont pas. On croit qu'on parle des mêmes termes d'un côté et de l'autre, et puis en fait, engagement, partenariat, ces mots-là sont en fait à cheval sur un vocabulaire. Alors, gestionnaire pour sûr, en tout cas plus libéral, et un vocabulaire plus de coopération. Et que ces deux-là, il y a des fortes tensions autour de ça. Et l'autre élément, c'est qu'on observe aussi un décalage temporel dans l'imaginaire. C'est-à-dire qu'il y a une adhésion assez forte à la forme antérieure et de culture, d'organisation, et donc cette logique isomorphique de service public qui passe sur l'intérêt collectif, qui va promouvoir certaines valeurs comme ça. Quand on passe à une logique d'organisation plus gestionnaire, on se rend compte que toute l'organisation, y compris les directions souvent, sont encore dans un imaginaire antérieur. Et qu'il va y avoir une confusion et une difficulté, entre autres en termes de prise de décision, de direction, et souvent quelque chose d'assez violent, puisqu'il n'y a pas de possibilité de symboliser. En fait, j'ai oublié des définitions, mais dans l'idée de l'imaginaire, c'est une façon de symboliser, c'est ce qui donne sens à la façon dont les actions et le monde s'organisent, et donc c'est ce qui va permettre de symboliser son rapport au monde. Et quand l'imaginaire se décale, on fait quelque chose qui n'a pas de sens, ou sur lequel on n'arrive pas à mettre une portée symbolique. Et donc on se rend compte que dans les structures associatives, quand il y a cette évolution-là, on a vraiment souvent un passage avec des violences symboliques assez fortes. Voilà, je pense que je terminerai là. D'accord. Je vous remercie. Merci. Voilà. Donc on pensait vous proposer de... Pardon, c'est parce que vous êtes allumé. Ouais. D'abord, s'il y a des questions de précision, plutôt dans un premier temps, et puis ensuite on va enchaîner un peu les communications, et puis à la fin on lancera vraiment un débat. Mais peut-être là, s'il y a des précisions, des choses qui vous paraissent pas claires, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de... Oui, allez-y. Justement, au niveau du cadre logique, je voulais savoir, j'ai vu au niveau de certaines institutions, comme l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui avait exigé un cadre logique pour la demande de financement concernant les projets. Ça fait déjà quand même près de 5 ans, je crois que c'est depuis 2010. Voilà. Et donc, ils ont un formulaire avec des critères bien précis et une évaluation aussi précise pour le projet avant de donner le financement du projet. Donc, il y a le suivi plus l'évaluation. Je voulais savoir s'il s'agit de ce même cadre logique institué par des bailleurs de fonds pour une meilleure évaluation du projet, de meilleure transparence. Est-ce que nous sommes dans ce même cadre logique? Ouais. Oui, tout à fait. C'est le même cadre logique, mais qui date des années 90 et qui est institué pour plus de transparence, mais aussi dans une idée à l'origine d'un travail en partenariat co-construit avec le partenaire local, etc. Donc dans une... Voilà, mais c'est exactement ça. Mais c'est un outil, je ne suis pas revenue sur la définition, mais effectivement un outil avec des colonnes, un tableau, et puis dans une logique de positiviste, de cause à effet, etc. Et je voulais vous demander, est-ce que ça vient en contradiction avec ce qu'ils appellent la gestion axée des résultats? C'est sur la résultat, c'est la même chose. C'est la même famille d'outils. Bien après, il n'y a pas longtemps, de la déclaration de Paris. C'est la même logique, c'est la même famille d'outils. Est-ce que sur le cadre logique, certains ont besoin qu'on explique un peu ce que c'est, ou bien c'est clair peut-être pour...
Oui, on est parti sur le fait que tout le monde savait ce que c'était, parce qu'on baigne dedans peut-être, mais peut-être que tout le monde ne baigne pas dedans. Mais c'est vrai, quelquefois nos connaissances sont assez fraîches. Parce que aussi, bon, je pense dans la communication, au départ, tu devais aussi introduire la théorie du changement et tout ça. Tu n'as pas trop insisté là-dessus par rapport à l'évolution du cadre logique éventuellement, ou comme alternative au cadre logique. Donc peut-être si tu peux expliquer un peu le cadre logique déjà. Nous aurons quand même deux Ouais. autres. Oui, c'est vrai qu'il y aura 2 autres interventions qui parleront de ça. Oui, d'accord. Oui. Ça aiderait les débats. Oui. D'accord, donc le cadre logique, c'est donc une matrice à double entrée avec une planification du programme où on doit avoir les objectifs principaux, les objectifs qui sont en dessous, les sous-objectifs, et puis les résultats et les activités qu'on va faire pour atteindre ces résultats. Et puis, on doit décliner donc qui vont être les bénéficiaires et ce qu'on va mettre en œuvre et le coût. Ce qui est spécifique au cadre logique, c'est donc, je disais, le fait de pouvoir simplifier le réel pour le mettre dans un tableau, que ce soit quelque chose de partagé et que du coup on puisse discuter autour de ce format-là de projet qui permet de se comprendre d'un côté à l'autre. Ce qui caractérise le cadre logique aussi, c'est qu'on va introduire quelque chose de cause à effet, et donc si on fait telle activité, ça va donner tel résultat qui va contribuer à atteindre tel objectif. Donc on va aussi planifier sur une durée à peu près de 3 ans le travail qu'on va faire dans l'idée d'atteindre les résultats qui sont visés par le projet. Et c'est là où la gestion axée par les résultats rejoint cette grande famille d'acteurs. Pour l'idée je n'ai pas reparlé des approches orientées changement. Une des idées, en accompagnant ce programme du F3E, c'était aussi de se dire il y a une attente très forte des acteurs parce que le cadre logique est critiqué pour être un cadre assez contraint sur lequel finalement il faut avoir des objectifs, des résultats objectivement vérifiables, et donc on est beaucoup sur un cadrage autour de résultats chiffrés, si possible. Donc on va avoir le nombre de formations, le nombre de personnes formées, mais finalement on va peu regarder que donne cette formation auprès des personnes formées. Et il y a quelque chose, quand je parlais du sens que prend l'activité, il y avait une très forte attente de la part des acteurs qui sont engagés sur le programme du F3E, sur les approches orientées changement, qui étaient autour de justement remettre du sens dans l'activité, au sens où finalement l'activité de développement, en tout cas dans cette peut-être imaginaire des acteurs de terrain, c'était pas tant d'atteindre des résultats que de mettre en route des processus et d'accompagner des processus de développement. Et donc c'était pas tant combien de personnes ont été formées, mais finalement qu'est-ce que ça enclenche comme processus en termes d'implication dans la vie collective, d'éducation, de choses comme ça. Et donc l'ambition des approches orientées changement, c'était de décaler un peu le côté engagement fixe à atteindre des résultats pour être sûr plutôt qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce que ça produit en termes d'effets, l'accompagnement qu'on propose. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, l'idée, c'est aussi que ça répond à des attentes des acteurs, dans le sens où cette orientation très cadrologique, qui était quelque chose qui au départ devait être participatif, discuté, etc., qui ne l'est pas parce qu'il y a des contraintes de temps et de budget très importantes, et du coup on n'a pas le temps, donc on prépare les cadres logiques dans son bureau et pas avec les populations ou avec donc on va vite parce qu'on va là. L'idée c'était que ça appauvrit la réflexion, ça appauvrit les échanges, on est contraint de montrer ce qu'on fait en termes de résultats, et donc je pense qu'ils en ont témoigné ce matin, et Roger, François Roger va en parler, l'idée c'était que ça permet de remettre du liant sur ce qui fait sens dans l'action de développement. Voilà. À Roger François. En fait, Roger n'a pas eu son visa, donc c'est François qui va présenter la communication. Merci à l'ambassade de France au Congo, pardon. Et donc, voilà. Bon, donc on te laisse la parole. Voilà, donc je représente humblement Calix Roger, IU, avec qui j'ai échangé ces derniers jours pour ajuster cette présentation. Alors malheureusement, je ne pense pas que je puisse répondre aux questions à la suite de ma présentation, mais je m'efforcerai de faire au mieux. Alors accordez-moi 5 minutes supplémentaires, peut-être, chose que je vais certainement déborder.
Donc l'idée était non seulement de parler des approches orientées changement, donc nouvel outil en cours d'expérimentation, mais qui semble progressivement aider à une mutation de ce cadre logique, mais était aussi de réfléchir avec Roger sur les implications des nouvelles compétences éventuelles que faisait émerger cette acquisition et mise en œuvre de cet outil. Donc bon, sur le GRET, on ne va pas en reparler. Par contre, l'expérience dont je vais parler se situe à Pointe-Noire sur un projet qui s'appelle Partage, qui est un projet d'appui au secteur artisanal depuis janvier 2015, sachant que le GRET est présent au Congo depuis 2012. Donc Roger, qui est le chef de projet, travaille avec une petite équipe, avec différents responsables techniques, sur de l'appui institutionnel par exemple, ou de l'aide technique aux entreprises, et des animatrices qui ont tout le travail évidemment d'animation, et travaillent en partenariat avec le président du GIAC, sur lequel je vais revenir, qui est le président des artisans de Pointe-Noire. J'ai demandé à Roger de m'envoyer une photo, il s'est fait beau pour l'occasion, donc voilà, c'est aussi tout l'apanage du responsable du projet. On parlait des métiers, des experts du développement qui sont l'intermédiaire entre les bailleurs commanditaires par moment et les populations. Et je pense que Roger ou la plupart d'entre nous l'incarnent très bien aussi à travers cette photo. Donc une présentation en 3 plans, en 3 points. Bon, je pense que je vais aller très rapidement sur les rappels sur Prism et AOC. Rattacher, l'ancrer sur le terrain du Congo et ce projet partage, et puis reprendre quelques éléments de réflexion sur ces nouvelles compétences, points d'interrogation, qui font d'ailleurs des points de conclusion. Donc le projet Prism, on ne l'a peut-être pas mentionné, mais il y a une vingtaine, plus de 30 organisations qui sont impliquées dans ce gros dispositif de recherche-action dans 10 pays, donc en réfléchissant sur ces outils de planification, des méthodologies. Et le GRET au Congo a rejoint cette expérience qui a démarré en 2014 sur ce projet à Pointe-Noire en juin 2015. Donc sur les AOC, je ne vais peut-être pas revenir... sinon de revenir, ce que j'ai écrit en bleu ici, c'est les termes utilisés par Roger, mais qu'il y a un mélange entre les termes génériques tels que la méthodologie ou telle que l'expérimentation a été transmise, enseignée, discutée, qui devient finalement des cadres de référence dans son action sur les changements intermédiaires, travailler en petits pas pour arriver à cette vision dite commune, et puis essayer d'identifier ces marqueurs de progrès visibles, tout ça avec les différents partenaires. Voilà, et tous ces points-là doivent être discutés au préalable du lancement de l'action et se donner les moyens d'analyser les changements intermédiaires pour pouvoir réorienter la stratégie de l'intervention. Donc, met en souligne toutes ces dimensions qualitatives des projets avec le renforcement des capacités, la gouvernance, la sensibilisation. Donc, sur le projet partage, là aussi, il faut donner un petit éclairage. C'est un projet assez ambitieux sur une ville qui rassemble plus de 1000 entreprises artisanales rassemblées autour d'une plateforme du groupement interprofessionnel des artisans du Congo et qui donne aussi accès aux jeunes déscolarisés. Donc, qui a démarré en 2015-2018, qui rentre aussi de manière assez formelle dans des cadres logiques de l'Union européenne et de la VFD, avec qui nous sommes en capacité aussi de renégocier, c'est ce qui s'est fait en cours de route, avec ces modalités d'approche orientée changement, de réorienter certains points qui n'étaient pas inscrits initialement dans le cadre logique. Voilà, donc ce groupement interprofessionnel a été créé en 1996. Et le GRET a hérité de cette structure-là, qui avait été créée par la GTZ, GIZ, et qui était un petit peu en dormance, tel que Roger me l'a expliqué, et a été relancée par le projet Partage et par Prism. Donc là aussi, on est dans une sorte de continuité historique. Donc 4 volets d'appui principaux, un sur la gouvernance à la fois de la structure fêtière et des différentes associations, tant sur des modalités de régulation, d'assemblée générale, de compte rendu, de représentativité, mais qui finalement
au Congo, dans une structure de défiance extrêmement forte du fait de la corruption et finalement de violences institutionnalisées, c'est la clé de voûte de la réussite du projet, de pouvoir générer à travers toutes ces procédures de gouvernance de la confiance et qui, entre autres, pour le fonctionnement de l'ensemble de la mutualisation, est une condition initiale pour permettre une cotisation, une participation des acteurs. Cotisation financière avec tous ces risques de détournement et de corruption qui sont un petit peu le point de convergence des problèmes. Donc, deuxième élément qui est le service aux entreprises de manière assez pratique, technique, conseil, gestion, etc., avec des services créés à l'occasion, un accompagnement sur les procédures de gestion interne et puis des entrées assez conséquentes pour l'appui aux artisans sur l'accès au crédit des matériaux et des équipements. Et tout ça géré de manière collégiale avec les représentants des artisans au niveau de la structure faîtière. De l'apprentissage des jeunes avec création de formation, de centres de formation, alphabétisation français, etc. La reconnaissance formelle d'un CAP, diplôme qui n'était pas accepté, reconnu à l'époque, etc. Et puis des activités de plaidoyer. Donc on a une multitude d'activités qui accompagnent ce projet. Donc quelques images pour nous rapprocher un petit peu de Pointe-Noire, avec une multiplicité de métiers, du forgeron à la menuiserie, de l'électronicien, la coupe-couture, évidemment, tous les métiers classiques, mais qui se rassemblent sous cette organisation faîtière, et puis des métiers de soudure. Pour Prism, il y a aussi eu un décalage. Le projet a commencé en janvier 2015 et le partenariat avec le F3E a démarré en juin 2015, avec des assemblées générales qui ont rassemblé l'ensemble des représentants, avec des séances de discussion pour les diagnostics, des ateliers pour reformuler les changements finalement du projet tel qu'il avait été initié, pensé dans un cadre logique, pour les reformuler dans un deuxième temps, pour justement se projeter sur des visions à long terme, identifier les défis, les changements attendus et un dispositif de suivi et évaluation. Donc ça a permis d'affiner les termes de l'action collective en mettant en cohérence tous ces indicateurs des AOC, avec les changements attendus et les marqueurs de projet, en cohérence avec le cadre initial logique. Donc on est aujourd'hui acteurs et porteurs de cette sorte de mutation d'outils institutionnels. Et d'après Roger, cet AOC permet finalement de voir si un projet est pertinent, s'il tient la route, à la fois par la mobilisation des acteurs et cette cohérence entre des indicateurs d'un cadre logique et des indicateurs de changement. Donc toutes ces discussions ont permis d'avancer sur des résultats assez quantitatifs sur le nombre des associations qu'il a fallu revoir à la baisse parce qu'elles ne rentraient pas tous dans les critères, de préciser des critères d'accès au crédit, de créer ce fameux centre d'apprentissage privé alors qu'au départ c'était public, de travailler sur le plaidoyer, de créer des groupements mutualistes qui n'avaient pas du tout été identifiés dans le cadre logique initial. Donc on a vraiment des avancées très précises formulées par les acteurs de manière collégiale. Et puis dans la continuité, toutes les activités de suivi et évaluation avec identification de personnes, de points focaux, choisis justement par la structure, qui permet de faire remonter dans un autre sens toutes les plaintes, les incompréhensions de la base vers le projet. Donc, qui permet justement d'avoir un constat du changement et puis de faire part de tout ça aux assemblées générales. Donc, des tas d'éléments sont remontés sur les cotisations, la réactualisation des dettes, des choses très concrètes qui participent à la construction, à l'avancée de cette confiance, de cette mutualisation. Voilà, donc là, je vous passe le détail, mais ils ont fait un exercice finalement quasiment d'écriture, de reprendre point par point ce qui était écrit dans les cadres logiques, ce qui est écrit en haut là, et pour le retraduire en marqueur de progrès. Donc c'est un exercice mot à mot de réécriture, mais qui permet à travers ça de s'approprier, de reforger et de préciser ce en quoi les différents partenaires pensent être crucial dans l'avancée de ce changement. Donc, il m'a envoyé d'innombrables photos de réunions, ça c'est les premières je pense avec le F3E pour exposer la méthodologie, etc. D'autres photos en atelier pour avancer de manière précise sur les indicateurs. Donc c'est une multitude de rencontres, de réunions, etc. Je pense assez laborieux, assez épuisant. Et puis ça c'est pour les secteurs de formation, des éléments assez concrets
une formation d'apprentissage. Donc là c'est pour la coiffure, là c'est pour l'électricité, là c'est pour les panneaux solaires. J'ai voulu le mettre parce que ça donne un côté un peu plus technique. Voilà, et puis une dernière réunion très récente sur les critères d'accès au crédit. Je pense qu'elle doit dater d'il y a quelques jours, de ce type de réunion. Voilà, alors on va arriver un petit peu au cœur du problème, je pense que j'ai dépassé, mais qui sont les éléments de blocage. Et on en a parlé, on l'a évoqué ce matin et un peu plus approfondi au cours de la table ronde, sur finalement que cet outil met en avant des jeux d'acteurs qui étaient complètement imprévus dans la construction des changements. Et en particulier les antagonismes entre les acteurs privés, enfin les artisans, et le pouvoir public qui avait été mis de côté au départ, avec des blocages dans la mise en œuvre des procédures et autres par la Chambre de commerce et de la mairie de Pointe-Noire. Et puis, voilà, en travaillant justement sur les points focaux qui permettent de faire remonter. D'accord. Tout à fait. Voilà, donc mise en avant de tensions et d'opportunisme, de captation de la rente de l'aide, et puis des vraies résistances de la part des membres du GIAC à l'égard des représentants de l'État. Ce qui a nécessité pour Roger et son équipe de travailler sur cette gestion de conflit, parce qu'ils sont partis sur ce blocage du GIAC en disant mais de toute façon c'est notre projet, il n'est pas question de partager, pour un projet qui s'appelle Partage, avec les membres des services publics. Donc il a fallu du coup œuvrer de manière assez stratégique pour remettre un volet plaidoyer qui n'était pas vraiment aussi important pour forcer à la négociation entre les différents acteurs, bien accompagner la mise en place de cadres de concertation dits formels et jouer également sur l'informel. On n'en a quasiment pas parlé, mais proposer un cadre informel ou flexible avec les acteurs qui ont eu des antécédents fâcheux, c'est le terme aussi de Roger, avec le GIAC. Voilà. Donc pour finir, en conclusion par rapport aux compétences, des compétences d'analyse, mais en particulier sur l'analyse des jeux d'acteurs dans son environnement, et là sur ces jeux d'acteurs services publics et privés, ce qui nécessite d'anticiper les situations conflictuelles, des capacités en animation pour accompagner la co-construction, tout en travaillant sur les petits pas. C'est ça qui semble être très difficile, de pouvoir viser quelque chose à long terme tout en travaillant de manière micro. Et puis aider un diagnostic participatif sans mettre les personnes sur la place malgré leur malversation. Et comme dit Roger, ne pas désapprouver les faits sans condamner les auteurs, avec un proverbe disant qu'on ne cache pas la nudité à sa douche. Je suis désolé, je ne pourrais pas en dire plus. Voilà. Et puis aussi des compétences de gestion. Voilà, pour adapter les différents dispositifs. Voilà, et Roger au départ a eu différentes formations qui sont plutôt des formations techniques, avec à la base, et puis des expériences techniques, un chargé de programme, chef de projet dans différents domaines. Ce qui semble que ces nouvelles compétences pour ajuster ces deux types de modèles, avec ces diagnostics de jeux d'acteurs, sont vraiment nécessaires. Je pense que ce sont des réelles nouvelles compétences à renforcer et à acquérir sur l'analyse des acteurs, les enjeux, les jeux de corruption, les jeux de pouvoir et les intérêts, pour savoir sur qui et sur quoi s'appuyer. Également, pouvoir développer des capacités relationnelles, mais sur des formes assez stratégiques, pour pouvoir tisser des liens informels et intégrer les informations informelles, pour définir cette stratégie basée sur le formel et l'informel, qui relève aussi d'un savoir-faire assez spécifique, et puis toutes ces capacités gestionnaires pour pouvoir anticiper et orienter, pour rendre finalement les négociations tant avec les partenaires qu'avec les bailleurs possibles. Je vous remercie.
Ok, merci de m'avoir accordé la parole. Donc, ceux qui m'ont précédé ont déjà assez parlé de cette thématique. Ce matin, nous avons parlé longuement de l'approche orientée changement. Et tout à l'heure, les deux qui m'ont précédé ont aussi parlé du cadre logique, dont je ne vais plus revenir dessus. Je vais tenter de vous présenter le modèle que utilise Reach for Change. Donc, moi, c'est Mayu Bilakunja. Je suis chargé de programme de l'ONG Reach for Change. Donc, Reach for Change, c'est une ONG d'origine suédoise qui intervient dans 18 pays et 7 se trouvent en Afrique. Donc, le modèle consiste à renforcer la capacité des entrepreneurs locaux ayant des idées innovantes pour pouvoir mettre en œuvre leurs initiatives. Et dans le portefeuille de Reach for Change, nous avons présentement plus de 100 entrepreneurs sociaux qui sont soutenus avec plus d'1 million d'enfants touchés. Donc ici, il y a des expressions qui ne vous seront pas très familières parce qu'au fait, Reach for Change appartient à un groupe d'entreprises dont nous travaillons avec la responsabilité sociale des entreprises qui sont commerciales, business. Et moi, de background, je suis un humanitaire, je viens de l'urgence. Et là, je me retrouve dans un nouveau monde qui est encore très petit. Donc, nous essayons d'allier les connaissances du monde des affaires pour pouvoir aider à améliorer les conditions de vie dans les communautés africaines. Donc, je commence par un pitch. Le pitch ici, c'est un exercice que nous utilisons communément au niveau de Reach for Change pour pouvoir identifier les entrepreneurs sociaux avec lesquels nous travaillons. Donc, c'est une présentation d'1 minute à 3 minutes, ça dépend des zones dans lesquelles nous trouvons. Donc, ici, le pitch concerne un de nos entrepreneurs qui se trouve au Tchad. Il s'appelle Monsieur Adoum Kidim. Donc, Adoum Kidim gère un centre d'éducation spécialisé des enfants retardés, donc à N'Djamena, et c'est l'unique centre. Ici, il est question de Messi, un garçon polyhandicapé, c'est-à-dire handicapé physique et mental, qui dépend totalement des parents pour ses besoins. Mais après quelques mois passés au Césaire, de petits changements furent observés, notamment dans sa capacité de se prendre en charge. Et il arrive à s'amuser avec les autres enfants, il a fait beaucoup d'amis. Et les éducateurs ont aussi réussi à décoder son langage. Donc, voir tous ces enfants épanouis dans ce monde, c'est la vision de Césaire. Donc, j'ai pris cet exemple typique pour qu'on puisse comprendre un peu comment, au niveau de Reach for Change, nous définissons la théorie du changement et le chemin du changement et voir où se trouve le cadre logique dans tout cela. Donc, ça c'est d'après Adoum Kidim, au fait, Reach for Change met en place une plateforme appelée Incubateur dans laquelle nous aidons les entrepreneurs avec lesquels nous travaillons à pouvoir se développer et développer aussi leurs initiatives. Donc, selon Adoum Kidim, une fois avoir intégré l'incubateur de Reach for Change en 2013, il a pu multiplier par 100 le nombre de ses bénéficiaires, après plus de 8 ans d'intervention et d'accompagnement par une dizaine d'institutions. Donc ici, Adoum Kidim se trouve parmi les enfants qui sont dans son centre. C'est lui qui est au milieu en rouge. Donc, au fait, ça aussi, c'est des échanges que j'ai eus avec Adoum Kidim au Tchad. C'est-à-dire, quelle sorte de transformation il a subi. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi il a pu multiplier par 100 le nombre de bénéficiaires qui sont dans son centre? Donc, avant cette rencontre avec Reach for Change, avant l'utilisation de la théorie de changement, il avait au fait une planification rigide qui est concentrée sur la gestion du centre et des projets, et concentrée sur les résultats des projets en cours. Donc, il était vraiment
concentré sur les résultats des projets qu'il avait en cours. Ensuite, maintenant, il a une planification plus souple, régulièrement revue et modifiée. Ensuite, il est focalisé sur la vision logique du changement et profite des opportunités qui se présentent. Donc, en conclusion, Adoum Kidim disait que l'approche projet lui a permis de construire le centre et fournir le service, mais c'est en utilisant la théorie du changement que j'ai pu vraiment aider les enfants comme Messi et accroître l'impact de nos activités. Donc, ça, c'est la conclusion que l'entrepreneur Adoum Kidim avait faite. Et de cette conclusion, je voudrais interpréter ou faire une analyse comme quoi, selon Adoum Kidim, l'approche projet ou les cadres logiques qu'il utilisait lui servait à avoir des résultats à court terme, c'est-à-dire malgré qu'il soit dans un projet ou un secteur qui nécessite beaucoup de temps, il s'est rendu compte que les cadres logiques ou l'approche qu'il utilisait ne lui permet pas d'avoir des résultats qui portaient sur les enfants, c'est-à-dire les enfants retardés mentaux. Parce que c'était très complexe de travailler avec ces enfants et il ne savait pas qu'est-ce qu'il faut. À un début, par exemple pour Messi, c'est après plusieurs tentatives qu'il arrive à aider cet enfant. C'est-à-dire, quand l'enfant arrive, il ne connaît pas exactement qu'est-ce qu'il devrait faire. Et s'il doit réfléchir en termes de projet, selon lui, il n'allait pas accepter Messi dans son centre. Il a accepté Messi parce qu'il avait plus un regard qui est orienté vers la vision de ce qu'il cherche à faire. Donc, maintenant, nous allons tenter de définir un peu la théorie du changement selon l'ONG Reach for Change pour laquelle je travaille. Parce qu'au fait, il a été simple de définir le cadre logique, mais jusqu'à là, je n'ai pas trouvé de définition vraiment, c'est pas entre guillemets conventionnelle ou acceptée de tout le monde de la théorie du changement. Mais au niveau de Reach for Change, pour nous, je dirais la théorie du changement, c'est plus une approche. La théorie du changement n'écarte pas l'utilisation du cadre logique, c'est-à-dire les deux vont ensemble. Tout à l'heure, nous allons voir comment ça se fait. C'est-à-dire la théorie du changement au niveau de Reach for Change est utilisée comme une approche qui permet de ne pas perdre de vue la vision et d'avoir aussi, de mettre la qualité dans ce qu'on fait. Donc là, c'est une définition de James en 2011 qui se rapproche un tout petit peu de ce que nous faisons. Donc ici, la théorie du changement est définie comme un processus continu de réflexion pour explorer le changement et comment il se produit. Donc la théorie du changement exige une révision ou une revue, c'est-à-dire une consultation avec tout le monde et à chaque fois essayer d'être à l'écoute de l'environnement et de comprendre. Ce que Adoum Kidim disait aussi par rapport à son centre, c'est-à-dire le Tchad est un pays très complexe où tout peut arriver à n'importe quel moment. Donc il disait qu'il était arrivé où il y avait des projets et après 3 mois, les projets n'étaient plus réalistes parce que le contexte avait changé, c'est-à-dire ça change très rapidement. Il peut y avoir des décisions gouvernementales et ensuite il faudrait, le projet n'est plus d'actualité. Et donc pour lui, il faudrait avoir une vision plus large de la chose et être capable de changer quand ça change. Il avait donné un exemple de l'utilisation de la téléphonie. Il avait un projet où il fallait faire des sensibilisations porte à porte et un matin il se réveille. Il y avait des téléphones un peu partout, donc il fallait juste utiliser les téléphones pour passer les messages. Il est allé au niveau de l'opérateur et l'opérateur a accepté. Il a passé des messages et le lendemain, il y a eu plus de 500 parents des enfants retardés mentaux qui étaient arrivés dans son centre. Donc pour lui, il faudrait adopter ce processus de réflexion continuelle où dès qu'il y a des opportunités, on essaye de mettre l'innovation dans ce qu'on fait, mais pas rester dans un cadre plus rigide avec un projet qui limite vraiment de profiter des opportunités.
Donc ici, on cite quelques éléments clés de théorie de changement. Il y a le changement ultime à long terme, les conditions préalables, les hypothèses et les articulations entre les différents éléments. Et selon ce que nous faisons avec Reach for Change, j'ai essayé de résumer un tout petit peu quel est le lien entre la théorie du changement et le cadre logique. Donc ici, la théorie du changement, dans ce que nous faisons, ressemble à une image plus complexe et aussi nette que possible de la réalité, avec plusieurs chemins qui mènent au changement, et expliquer pourquoi ces chemins mènent au changement. Donc, c'est comme une carte avec plusieurs chemins. Maintenant, au niveau de Reach for Change, on se dit l'expression chemin du changement, pathway of change, c'est-à-dire il y a plusieurs chemins sur cette carte et nous essayons de choisir le chemin qui mène au changement. C'est ça qu'on appelle chemin du changement. Et donc, pour ce chemin du changement, on développe notre programme de façon très structurée et claire en utilisant le cadre logique. Donc, le cadre logique pour nous, c'est comme une feuille de route par rapport au chemin que nous avons choisi à cet instant. C'est-à-dire nous l'utilisons pour naviguer, mais quand on se rend compte que le contexte c'est-à-dire on ne perd pas de vue toute la théorie, cette carte complexe-là, et quand on se rend compte qu'il faudrait changer de chemin, il faudrait encore revoir ce cadre logique et avancer. Donc c'est de cette façon que nous essayons de travailler au niveau de Reach for Change. Donc ici, comme je le disais tantôt, la théorie de changement, c'est plus une approche. C'est-à-dire pour que les acteurs ne perdent pas de vue les opportunités ou d'autres éléments qui ne sont pas... Parce que dans la théorie de changement, on prend en compte aussi des éléments qui ne sont pas forcément dans le projet, c'est-à-dire l'environnement et le contexte. Je vous remercie. Ouais, donc voilà, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup de nous donner l'occasion de présenter notre travail. Donc effectivement, un vieil outil. On va essayer de vous montrer comment on a essayé de travailler sur l'évolution du métier des techniciens ou des animateurs, c'est la même chose, qui a été mobilisé dans le cadre d'un projet de développement rural en Guinée-Conakry. Alors juste ce travail-là, donc je l'ai réalisé avec Charline Ranger qui est ici présente. Et on travaillait tous les deux dans le cadre d'un projet qui s'appelait le projet de développement de la rizipisciculture en Guinée forestière. Quelques mots quand même. Sur le projet, la pisciculture, l'élevage des poissons, c'est une activité qui est récente en Guinée forestière, qui date du début des années 2000. Et suite aux premières interventions qui ont été relativement bien évaluées, l'AFD et l'Union européenne ont financé un nouveau projet, donc, qui est un projet du gouvernement de la République de Guinée. Le gouvernement de la République de Guinée a confié à l'organisation pour laquelle je travaille et pour laquelle Charline travaillait jusqu'à récemment la maîtrise d'œuvre de ce projet, qui consiste à installer et appuyer des pisciculteurs, donc des éleveurs de poissons en Guinée forestière, pour contribuer à l'augmentation et à la diversification de leurs revenus. Donc c'est un projet de développement agricole tout à fait classique, ou de développement rural tout à fait classique, mais qui est axé sur une seule activité. Et donc c'est pour la raison pour laquelle la question du métier des techniciens, de l'appui technique, elle est évidemment centrale dans le projet pour ce projet. Et donc c'est dans ce cadre de projet qu'ont été recrutés 30 techniciens qui sont guinéens et qui sont eux-mêmes organisés en ONG nationale, une sorte de syndicat des techniciens. Et c'est du métier de ces 30 techniciens là dont
et des évolutions du métier de ces 30 techniciens dont je vais essayer de parler. Donc c'est beaucoup plus micro comme présentation que ce qu'on a eu avant sur le montage du projet. Moi, le projet est déjà monté là-dedans, quoi. Donc on ne regarde plus le cadre logique et on travaille. Donc, je ne vais pas faire une présentation évidemment technico-économique sur la pisciculture, bien que ce soit passionnant, mais quand même quelques mots pour savoir de quoi on parle. Donc la pisciculture en Guinée forestière, c'est une pisciculture qui est dans des étangs. Donc les agriculteurs aménagent des étangs piscicoles dans les bas-fonds. Ils élèvent plusieurs espèces de poissons et ils cultivent du riz. Tout ça dans les mêmes étangs, hein. Alors un élément qui est important pour comprendre la suite, c'est que c'est une pisciculture qui est autonome en intrants, donc pas d'alimentation des poissons, hein, et notamment qui est autonome pour la production des alevins, des petits poissons. Donc il n'y a pas de station qui produit des alevins pour les pisciculteurs. Les producteurs produisent eux-mêmes leurs alevins. Donc c'est un système qui est assez complexe techniquement, mais qui est relativement résilient et qui est évolutif, on va le voir. Donc depuis les années 2000, il y a environ 1500 exploitations agricoles familiales qui ont intégré la pisciculture. Les gens ne sont pas que pisciculteurs, hein. Il n'y a pas de pisciculture spécialisée en Guinée forestière. Donc il y a 1500 exploitations agricoles familiales qui ont intégré la pisciculture et qui ont développé des techniques propres, qui ont fait évoluer les techniques. Et parmi ces 1500 pisciculteurs, donc, il y a même des experts locaux, des gens qui commencent à travailler à l'installation de nouveaux pisciculteurs. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on va essayer de réfléchir à l'évolution du métier des techniciens. Donc après avoir posé un peu le problème dans un cadre, disons, un peu général, je vais vous essayer d'expliquer le problème spécifique qu'on a eu en Guinée forestière et puis comment on a essayé de le résoudre avec des vieux outils. Donc un cadre général, c'est assez bien admis aujourd'hui que, même si c'est encore très présent, hein, que la vulgarisation des techniques, donc le schéma diffusionniste des techniques et des connaissances a fait un peu la preuve de ses limites et aujourd'hui on essaye d'être sur des schémas plutôt d'accompagnement. Donc j'ai essayé de comparer un peu ces deux approches-là, mais ça c'est bien connu, hein. D'un côté, on a la technique qui est vraiment au centre de la démarche, on a une technique qui est plus productive ou qui est jugée plus moderne, à tort ou à raison, ça dépend des fois. De l'autre côté, c'est les producteurs qui sont au centre. Donc on essaye au minima de prendre en compte leurs contraintes. D'un côté, donc, on dit aux producteurs ce qu'il faut faire, de l'autre côté, on dit ce qui pourrait être fait. Donc si on parle des techniciens maintenant, dans cette évolution-là, dans le premier schéma, le schéma donc de diffusionniste, de vulgarisation des connaissances, leur métier, il peut être difficile, hein, mais il est simple conceptuellement. Ils sont entre la recherche et les producteurs. La recherche, elle définit les problèmes, elle trouve les solutions, elle fait tout. Et les producteurs, eux, ils doivent diffuser, vulgariser les meilleures techniques auprès des producteurs. Alors ça peut être assez efficace et assez efficient, notamment dans le cadre de filières qui fournissent des productions agricoles hyper normées pour des industries aval, par exemple le coton. On peut avoir des bons résultats avec ce schéma-là, quoi. Mais quand on parle d'appuyer des filières vivrières, comme c'est le cas de la pisciculture en Guinée forestière, hein, c'est vivrière commerciale, les gens vendent le poisson, mais c'est du poisson qui est consommé. Quand on parle d'appuyer des filières vivrières, c'est un schéma qui n'est pas très souple et qui ne produit pas des très bons résultats. Le problème, c'est que donc, ce changement-là, donc souvent il est très souhaitable, hein, ce n'est pas ce changement-là que je veux critiquer, mais par contre, on a eu l'impression sur le projet que des fois il y avait une espèce d'injonction au dialogue, mais sans vraiment que les techniciens soient accompagnés pour eux-mêmes, en fait, pour accompagner les producteurs, sans qu'ils aient les outils pour le faire. Donc ça restait qu'une injonction, quoi. Donc voilà, la question qu'on va poser, c'est est-ce qu'ils ont les méthodes, est-ce qu'ils ont les outils? Bon, c'est pas la question qu'on va poser en fait. Je pense que sur le projet dont je parle, ils n'avaient pas les méthodes, ils n'avaient pas les outils. Alors concrètement, ça s'est traduit par quel blocage? Par un problème au niveau du sexage des tilapias, le tri entre les poissons mâles et femelles. Je ne vais pas vous parler longtemps de ça, mais simplement pour vous dire que les poissons mâles grossissent plus vite que les femelles et que du coup on a intérêt à se débarrasser le plus vite possible des poissons femelles. C'est quelque chose qui est très connu scientifiquement, qui est validé techniquement dans plein de systèmes piscicoles dans le monde, et donc les techniciens vulgarisent cette technique-là. Et quand on pose la question aux pisciculteurs, tout le monde vous dit « moi, le sexage, je fais le sexage, c'est mieux, oui, je fais le sexage ». Et ils répètent mot pour mot toutes les techniques qui sont diffusées par le projet. Seulement, dès qu'on s'intéresse un peu de près aux ateliers piscicoles, en fait, on se rend compte que le sexage est quasiment tout le temps abandonné. Même par les pisciculteurs qui ont été accompagnés depuis plus de 15 ans par les techniciens, et les gens abandonnent le sexage. Alors, la première réaction des techniciens, c'est de dire bah, donc ça veut dire qu'on a encore besoin de nous, puisqu'ils ont abandonné le sexage. Ils n'ont pas compris, il y a un problème de compétence, donc on va refaire les mêmes formations. Mais on voit bien que dans les villages, et même se rendre compte que les formations, les pisciculteurs ont de moins en moins d'intérêt pour ces formations-là. Donc il y a une espèce de dialogue de sourds. Alors là, l'explication, elle est toute faite, c'est de dire bon, bah, les gens ne sont pas motivés, ils ne sont pas dynamiques, ils sont analphabètes, etc. etc. quoi. Donc là, il y avait un blocage, voilà, une sorte de dialogue de sourds.
Alors nous, la manière dont on a interprété ce dialogue de sourds ou ce blocage, c'est qu'en fait on avait la formation des techniciens débutants, une formation qui dure de 3 à 6 mois, enfin qui est tout au long de tout au long de leur métier de technicien, mais la formation initiale elle dure 3 à 6 mois, hein. Elle est notamment dispensée par l'ONG pour laquelle je travaille, mais par les techniciens les plus expérimentés. En fait elle est très normée, elle repose sur un modèle avec 2 étangs, 2 cycles dans chaque étang, et donc c'est une formation qui est un modèle qui est très pédagogique, hein, effectivement, qui permet d'appréhender un système assez complexe. Mais en fait, dans ce modèle-là, chaque opération technique correspond à une fiche technique. Donc chaque opération est très bien décrite pour elle-même, mais les opérations n'ont plus aucun lien les unes avec les autres dans le cadre donc on va parler d'un système piscicole. C'est-à-dire qu'on a une pratique piscicole qui est complètement saucissonnée, et ce modèle-là, en fait, ne permet pas d'appréhender la diversité des pratiques piscicoles comme elles existent. Alors pour essayer de dépasser ça, et pour dépasser ce qu'on a appelé ce dialogue de sourds, on a essayé donc de mettre en œuvre des approches systèmes qui sont à la fois bien connues, mais en fait rarement appliquées par les techniciens recrutés par les projets de développement. Je vais aller donc très vite sur les approches systèmes parce que c'est très connu. Et donc juste pour vous dire qu'on a travaillé à l'échelle d'un atelier piscicole, donc de tous les étangs d'un seul pisciculteur, et que en fait, on a essayé d'abord de former les techniciens aux approches systèmes, et en fait, on a abandonné cette formation pour les impliquer directement en fait dans les enquêtes, dans l'analyse des résultats et dans la restitution des résultats. Donc, on a laissé tomber les aspects théoriques qu'on avait commencé à aborder avec eux. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On leur proposait de faire des enquêtes chez les pisciculteurs. On a sélectionné les producteurs qui étaient les plus expérimentés et ceux qui avaient les systèmes les plus complexes, ceux qui avaient un discours sur leur pratique, hein, pas des pisciculteurs débutants. Une étape très importante d'après nous, on a construit avec les techniciens, avec l'équipe, hein, une représentation graphique qui était partagée par tous, qui permettait de représenter dans l'espace et dans le temps en fait, toutes les opérations dans un atelier piscicole, toutes les opérations des pisciculteurs. En fait, un des messages qu'on veut faire passer, c'est que derrière les représentations graphiques, des techniques agricoles, hein, ça peut être généralisé à plein d'autres choses, en fait, derrière ça, il y a déjà une forme de modélisation, même si cette modélisation ne donne pas son nom. Parce qu'en fait, quand on fait une représentation graphique, on hiérarchise les éléments, on ne représente pas tout, on les sélectionne, on les simplifie. Donc il y a déjà un exercice de modélisation qui est intéressant à faire par les techniciens. On va voir un peu les résultats que ça a produit. Dernière étape très importante également, chaque cas d'étude qu'on a fait, donc on n'en a pas fait un nombre très important, on en a fait une vingtaine en 2016 essentiellement, chaque cas d'étude était restitué publiquement, donc avec tous les techniciens et en présence des pisciculteurs également. Donc ça veut dire que pendant ces représentations-là, en fait, comme c'est des systèmes qui sont vraiment complexes, en fait il y avait des problèmes qui étaient soulevés par les uns et par les autres, et ça suscitait de nouvelles enquêtes, et parfois ça a suscité également par le pisciculteur la transformation du fonctionnement de son atelier. Parce que lui-même, en fait, avec cette nouvelle représentation, il voyait des choses qu'il n'avait pas vues. J'ai vraiment presque terminé. J'en suis au résultat. Voilà, donc quels sont un peu les résultats? Donc techniquement, je vais aller très vite là-dessus. On a compris pourquoi les gens abandonnaient le sexage, mais en vérité, ça, on aurait pu le comprendre sans faire les enquêtes par les techniciens. Pas n'importe quel, mais c'est un travail compliqué. Mais disons par exemple un stagiaire, ce qui est assez classique, un stagiaire aurait pu comprendre ça. On pose des questions aux pisciculteurs. En vérité, parce que les gens fertilisent beaucoup plus qu'avant les étangs, ils ont besoin de plus de poissons, donc ils veulent plus maintenant abandonner les femelles. En 3 mots, hein. Évidemment, c'est plus compliqué, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant faire les enquêtes par les techniciens, donc en les formant non seulement aux techniques d'enquête, mais aux techniques d'interprétation des données et aux techniques, comme je l'ai dit, de représentation des données et de restitution des données, en formant les techniciens à ça, en fait, on a partagé ce diagnostic avec eux. Donc c'est-à-dire que maintenant, on a les techniciens qui représentent un corps professionnel très important dans la région. Ils partagent au moins le diagnostic. On n'a pas vraiment de solution encore simple, il n'y aura pas de solution simple, mais au moins on a un corps professionnel qui pourra être mobilisé pour de futures actions publiques. En termes de formation aussi, ce qui est très important, c'est que du coup, les techniciens, en faisant eux-mêmes les enquêtes, ils ont réalisé à quel point les ateliers piscicoles étaient aujourd'hui complexes, beaucoup plus complexes que leur modèle sur lequel ils avaient été formés à la base. Et donc, ils ont en quelque sorte pris conscience de la complexité de leur métier et du travail des pisciculteurs. Et donc, ce qu'on voulait dire, nous, c'est qu'à la fin, vous voyez, je ne vous présente pas de typologie, Dieu nous en garde, je ne vous présente pas de typologie de système piscicole, mais parce qu'en fait, dans ce qu'on a, et ça vraiment, on s'en est rendu compte au fur et à mesure, ce qui est important, c'est pas tellement, habituellement, les analyses systémiques, elles finissent par une typologie qui donne un résultat avec des résultats économiques, etc. Et en fait, ce qui était important pour nous là, c'était pas tellement le résultat de cette analyse systémique, en termes de typologie, système piscicole par exemple, de résultats économiques ou quoi, mais c'est vraiment le processus de production de connaissances lui-même qui a été important, du point de vue des techniciens, hein, bien sûr. Dernier résultat, et je vais terminer par là, pour à peu près respecter mon temps, mais je ne vais pas regarder, je vais me reconnaître.
Il y a un dernier résultat qui n'était pas forcément prévu quand on a démarré ce processus-là, c'est qu'en fait, en sortant de la position de vulgarisateur et en rentrant dans la position d'abord d'enquêteur et en fait très vite d'apprenant, tellement les systèmes étaient complexes, et aussi en choisissant des pisciculteurs qui étaient très expérimentés, en fait les techniciens ont eu tendance du coup à reconnaître l'expertise locale des pisciculteurs. Et en fait, aujourd'hui, on observe un changement. Alors, il faudrait que ce soit validé par des cadres logiques adaptés ou alors en tout cas par des projets qui soient adaptés. Mais aujourd'hui, on observe un peu une évolution des rôles avec des techniciens qui s'appuient sur les producteurs en partant travailler avec eux pour pouvoir faire leur travail auprès de nouveaux pisciculteurs. Donc on a déjà aujourd'hui on observe quelques synergies et des évolutions de rôle. Donc en partie, en tout cas, on pense à travers cette démarche qui a duré, excusez-moi, je le précise. Donc j'aurais dû le dire dès le début, c'est quelque chose qui s'est passé sur en gros 1 an et demi, quoi, depuis mi-2015, quoi. Voilà, information. Pardon. Donc, bonjour, moi je travaille en ce moment dans le cadre d'une thèse à l'EHESS sous la direction de Michel Agier sur le camp de réfugiés de Zaatari et par le prisme de la production de statistiques et de données humanitaires. Et donc par ce biais-là, je travaille un peu sur les enjeux de production de savoir humanitaire. Qu'est-ce que ça veut dire que de créer de la connaissance dans l'humanitaire dans un espace très particulier qui est celui d'un camp. Donc d'abord, je commence juste par vous situer. J'imagine qu'en fait, ce camp, vous l'avez déjà vu, sans le savoir forcément. C'est un camp extrêmement médiatisé au nord de la Jordanie qui accueille des réfugiés syriens depuis l'année 2012. Et cette vue, en fait, elle est particulière, elle est un peu semi-aérienne. Et en fait, elle est prise d'un tank dans lequel on stocke de l'eau, mais elle pourrait être prise de la plateforme des Nations Unies qui permet aux journalistes et aux visiteurs officiels de visualiser le camp sans même en fait y rentrer. Et donc en fait c'est assez c'est pas anecdotique pour ce camp-là, c'est-à-dire que en plus de ces photographies, de ces articles de journaux, de publicité du de production du HCR, on a aussi une production de savoir type rapport, type de cartes, de la littérature grise, des lessons learned dans l'humanitaire. Et un aspect important de cette production d'abord de connaissances, avant même de regarder ce qu'elle contient, c'est sa diffusion. C'est-à-dire qu'on la trouve sur des plateformes globales type Relief Web. C'est-à-dire que c'est une connaissance produite sur un lieu très particulier, un camp de réfugiés, dans une zone complètement désertique en Jordanie, qui se retrouve à la portée d'un clic dans le monde entier. Ensuite, on a des plateformes régionales qui, elles, ont cette spécificité de contenir même dans leur titre le mot « data », donc « données ». On peut traduire ça comme ça. Mais le portail du HCR, par exemple, s'appelle data.hcr. Donc c'est assez caractéristique et on y présente souvent des données démographiques. Et ensuite, à côté de ces données démographiques, sont toutes ces cartes, tous ces rapports, etc. Et ensuite, des plateformes nationales que j'imagine vous connaissez, qui sont beaucoup plus liées au programme et justement à l'enregistrement des activités. Donc Activity Info, c'est vraiment l'outil des Nations Unies pour recenser toutes les activités qui ont lieu dans un pays et qu'on utilise tous les mois pour dire le who, what, when, where, etc., etc. Donc en fait, ce qu'on s'aperçoit en observant cette diffusion-là, d'abord, c'est une standardisation de l'information. C'est-à-dire que quelles que soient les crises, qu'on regarde la Jordanie, la Syrie, le Congo, on a une typologie de documents qui circulent. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Il y a des chercheurs qui ont déjà beaucoup réfléchi sur la question des sites-rep, par exemple, qui sont des documents d'1 à 2 pages qui visent à vous résumer la crise humanitaire. Et en fait, essentiellement, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est parce que ça passe par le chiffre. C'est de la production de graphiques et de données quantitatives ou de statistiques qui sont présentées sur ces documents-là.
Et enfin, pour un peu, ça c'est un peu le cadre de ma présentation, je vais faire très vite, on a aussi des injonctions à l'échelle globale très récentes et très importantes sur la production de ces données. Donc, au sommet humanitaire mondial, en 2016, le secrétaire général des Nations Unies de l'époque a quand même expliqué que si on n'était pas capable de mesurer la situation préalable, mais aussi la finalité des ODD, on ne pourrait pas les achever parce que de toute façon, on n'aurait pas mesuré si oui ou non on a réussi à atteindre ces objectifs. Donc il fallait produire ce savoir-là. Ensuite, on a des développements intéressants de partenariats type groupe européen sur les données pour les réfugiés et les personnes déplacées internes, qui a été créé l'année dernière et qui, là, vient mettre en jeu des acteurs différents. Donc des agences nationales de statistiques, comme l'agence de Finlande, qui est très active sur cette question-là, avec des ONG, des organisations internationales, type HCR, etc. Et ensuite, on a eu la première conférence des Nations Unies sur les données, les statistiques, qui a lieu en Afrique du Sud au début de l'année. Là encore, on se retrouve avec plein de partenariats un peu nouveaux, avec énormément d'entreprises privées notamment qui ont commencé à arriver sur ce marché de la donnée humanitaire, donc type Microsoft, Esri pour les cartographes dans la salle, donc ceux qui produisent le logiciel ArcGIS. Donc c'est vraiment des nouveaux acteurs qui viennent rentrer dans cette discussion-là. Donc pour revenir un peu à Zatari, une fois qu'on a notre cadre, ça c'est une carte, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une carte qui a été produite l'année dernière. Donc pourquoi j'ai choisi cette carte-là? Parce qu'elle n'est pas anodine. Déjà, elle représente un système de collecte des eaux usées. Donc un système type, dans n'importe quelle ville, vous avez ce système de collecte. Donc déjà, c'est impressionnant de s'apercevoir que notre camp de réfugiés là, avec 4 ans d'existence, commence à voir la naissance d'infrastructures aussi lourdes et aussi pérennes. Ensuite, on s'aperçoit, c'est vraiment des observations très basiques. J'ai une formation de géographe, mais n'importe qui peut l'avoir. Hein. D'abord, ce camp, il est au milieu de nulle part. Hein. On a juste ce camp-là qui est placé sur cette carte-là. Et pourtant, on se retrouve avec des lignes complètement perpendiculaires. Donc, on s'aperçoit qu'on a vraiment un plan d'urbanisation, un plan presque de développement urbain qu'on pourrait trouver dans n'importe quelle ville, là encore. Donc, c'est pas anodin. Et cette carte-là, je l'ai choisie parce qu'en fait, elle vient représenter à la fois un niveau de détail très impressionnant, c'est-à-dire que tous les abris sont représentés sur cette carte-là, avec les petites taches grises un peu foncées. On vient rajouter les tanks septiques, les fosses septiques qui sont installés selon leur volume, etc. Mais en fait, ce qui vient attirer l'œil de n'importe qui, parce que moi, si je vois cette carte-là, pas spécialement d'intérêt. C'est une carte qui est sur une plateforme globale, hein, à laquelle tout le monde a accès. C'est en fait ces petits graphiques assez anodins sur la gauche, mais qui viennent montrer l'avancement des travaux. Et en fait, c'est bien ça que va représenter cette carte-là, bien plus que ce niveau de précision qui va ne servir à personne qui va accéder à cette carte ailleurs qu'à Zatari, c'est de bien mesurer l'avancée des travaux et de dire, regardez, en 2016, tant de tanks ont été construits. Donc ça revient dans les schémas de suivi-évaluation classiques qu'on peut avoir sur un projet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de créer cette carte-là? Déjà, ça veut dire que c'est une donnée qui est collectée dans un endroit très très local. Faut que je fasse vite. Très très local. C'est un espace fermé, on l'oublie vite, mais c'est un espace dans lequel on mesure les entrées, les sorties, donc échantillonnage statistique très rapide. On a une population contrôlée. Ensuite, les données ne sont pas nettoyées, analysées dans le camp. C'est plutôt dans la capitale, à Amman. Et ensuite, on envoie ces données à Genève pour produire la cartographie, revoir les rapports, etc. Donc déjà, on a une première circulation. Et ensuite, ce que je vous disais au début, on retrouve cette carte-là sur des plateformes globales. Donc on a un peu ce chemin d'une donnée produite dans ce lieu un peu anodin. J'arrête pas de dire anodin, mais voilà, au milieu du désert. Et hop, on se retrouve avec cette carte sur des articles de journaux, etc. Ensuite, cette carte-là, elle n'est pas faite n'importe comment, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir collecté des données, type les différentes fosses septiques qui ont été installées, vous avez remarqué, les abris, on les a notés sur cette carte-là grâce à de l'image satellite. Et cette image satellite aussi, on la combine souvent avec l'usage de drones. Et ça va vous paraître, tout de suite, vous pouvez y penser, c'est-à-dire que c'est des outils un peu militaires. L'image satellite, c'est des choses qui sont très développées dans le domaine militaire. L'usage des drones, là encore, c'est des choses très utilisées et qui, en fait, arrivent de plus en plus dans le domaine de l'humanitaire dans ce rôle de création de données, de collecte de données dans des lieux type le camp de réfugiés.
Et pourtant, avec ces usages-là qui se développent et qui peuvent être extrêmement critiques et sensibles, on a très peu de littérature grise sur la protection des personnes sur lesquelles on collecte ces données. C'est-à-dire que c'est des images satellites qui sont prises quasiment 1 à 2 fois par semaine, mais il n'y a aucune information qui est diffusée aux personnes qui habitent dans ce camp-là. On n'a pas de données on n'a pas peu de rapports sur comment protéger les personnes de cette diffusion de savoir-là aussi. Et enfin, on s'aperçoit surtout que qu'est-ce que ça veut dire de cartographier un camp? Ça veut surtout dire mesurer la réponse. Et dans quelle mesure la réponse répond à un set d'indicateurs, les indicateurs sphères, qui viennent normer la réponse humanitaire. Donc on vient très vite avec une image satellite, mesurer le nombre d'abris, on a une moyenne de personnes par abri, on sait où sont les toilettes, on peut dire très bien, dans ce camp-là, à tel endroit-là, je respecte les indicateurs sphères, j'ai tant d'abris par toilette. Et sans même être rentré presque dans le camp. Donc ça, c'est une autre carte que j'ai trouvée dans Zatari. C'est une carte AutoCAD. Alors cette carte-là, elle est dans le bureau des ingénieurs qui construisent en ce moment le réseau d'eau. Donc déjà, on parle d'ingénieurs, donc de gens qui sont vraiment issus du milieu d'une industrie privée, qui viennent construire ça. Et très naturellement, ils m'ont dit, mais bien sûr qu'on utilise cette carte et pas la carte de l'UNICEF, parce que moi, j'ai besoin de communiquer avec des constructeurs. Et les constructeurs, ils utilisent AutoCAD, ils ne vont pas utiliser juste une carte comme je vous ai présenté, parce que ce n'est pas un niveau d'information technique qui correspond à leurs besoins. Donc en fait, on vient là découvrir petit à petit que la carte qui se retrouve sur les plateformes globales n'est pas forcément l'outil même qui est utilisé pour l'opération de construction en elle-même. Et elle vient surtout vous montrer, ça c'est ce qui se passe en ce moment pour construire ce réseau d'eau. En fait, très loin de cette jolie carte avec du jaune, du vert et du rouge pour indiquer l'état des travaux, en fait, on a quand même des caravanes, donc ce qu'on appelle des caravanes dans lesquelles les gens résident, à moins de 20 cm des trous de 4-5 mètres de profondeur, des gens qui viennent donc creuser, installer, puis couvrir d'eau dans une zone qui est quand même désertique, dans le second pays le plus désertique du monde, qui viennent recouvrir ce tank-là. Énormément d'accidents, des familles qui racontent que voilà, elles sont complètement bouleversées par ces changements-là. Et aussi, on a une pérennisation. Une fois qu'on est accroché au réseau d'eau, on ne va pas déplacer sa caravane dans le camp, on ne va pas s'installer ailleurs, on ne va pas se regrouper, on va être, d'une certaine manière, encore plus enfermé dans cet espace du camp-là. Et ça, on ne le voit pas sur la carte, bien entendu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que de cartographier? Ce n'est pas seulement de produire cet outil-là, c'est aussi de mettre en ordre. On vient lisser, on vient représenter une information très propre, très lisible, qui est le propre d'une carte, mais dans un contexte de réponse d'urgence humanitaire, ça a des implications particulières. Ensuite, moi, quand on me dit carte, par exemple, je pense à une ville. Les plans qu'on a quand on s'installe dans un endroit, c'est la même chose. On se retrouve avec des cartes d'infrastructure. Où sont les écoles? Où sont les hôpitaux? Ça, il y a ce genre de cartes qui sont produites. Et c'est pas anodin, c'est-à-dire qu'à Zatari, le chef du camp des Nations Unies reçoit les visiteurs en présentant cette carte au format A0 sur son bureau avec des Legos. Et il vient expliquer le fonctionnement de son camp avec cette carte-là en disant « je suis maire de la ville de Zatari ». Il faut que je finisse, très bien. Donc la carte, c'est un outil très intéressant. On peut voir ça comme un outil, mais c'est un outil pour qui? Pour les gens qui viennent la créer. D'abord, tous les responsables d'information, statisticiens, économistes, qui commencent à peupler les offres d'emploi sur les sites spécialisés. À peu près 15% des offres en juillet étaient des offres de chargés d'évaluation, économistes, statisticiens, consultants. Donc c'est très important. Et ils viennent produire ces données, ces statistiques, ces cartes, mais pour qui? Ça peut être une bonne conclusion, puisque pas le temps. D'abord, c'est pas traduit, c'est pas distribué aux réfugiés. Ça vient souvent mesurer ce qu'ont montré donc les indicateurs, mesurer la réponse, ou allouer des espaces. Quand on doit allouer un espace limité à plein de personnes, on s'en sert comme une carte quand vous allez au camping et qu'on vous alloue votre emplacement. C'est exactement le même fonctionnement. Installer des réseaux d'adduction d'eau, donc des gros ouvrages. Donc c'est là que la carte vient en ordre.
Et donc, pourquoi on s'intéresse à ça? Parce que quand on commence à passer de l'urgence au développement, c'est-à-dire les nouveaux discours qu'on commence à avoir sur ce camp, par exemple, eh bien, il est important de s'intéresser à ce qui est produit comme savoir, par qui, comment, pour comprendre en fait, ce qui se joue là en termes d'allocation de fonds, de financement, de stratégie, de réponses humanitaires dans ces camps-là. Donc merci pour cette intervention. On trouve aussi quand même un peu des ponts avec le cadre logique dont on a parlé, les indicateurs objectivement vérifiables, une obligation de donner des choses qui sont très quantitatives et donc de ne pas pouvoir traduire aussi du qualitatif. Et là, l'utilisation de ces outils dans un contexte particulier d'urgence est aussi un peu effrayant dans la manière dont c'est plus que des chiffres et des cartes, ça ne traduit pas toutes les dynamiques et la manière dont les gens qui y vivent ressentent ces changements, quoi. Donc on trouve un peu des similitudes, mais ça nous paraissait pas évident de faire le lien entre ce qui parlait plus de développement et d'urgence. Finalement, en vous écoutant, on en a trouvé un peu. Donc il nous reste assez peu de temps, 25 minutes, mais c'est quand même déjà pas mal. Donc si vous avez des questions aux uns et aux autres, ou bien plus largement, ou des remarques, ou bien si vous avez été confronté à ce fameux cadre logique, est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus voilà. Donc ça... Et si même nous pouvons construire un débat avec toutes vos interventions. Donc on va laisser déjà la parole à quelques personnes, oui. Donc je vois déjà 2 personnes, allez-y. 3, 4, 8. Donc je suis Santiago Núñez Regueiro. Moi je voulais juste faire un complément de réflexion sur la question, bon ça vaut aussi bien pour le cadre logique, les approches orientées changement que peut-être les autres présentations, sur le fait de voir qu'il y a quand même, que la réflexion peut porter sur différents niveaux, puisqu'évidemment il y a l'outil en lui-même qui comporte des contraintes, notamment le cadre logique, c'est une matrice avec une organisation structurée, donc il y a déjà une vision un peu déterministe des choses, mais qu'il y a aussi un deuxième niveau qui est évidemment la pratique, en fait, puisqu'on compare cadre logique et théorie du changement. En fait, le cadre logique en lui-même, l'outil, la première phase normalement d'un cadre logique bien fait, c'est l'identification des acteurs. Rien n'empêche de le faire de manière participative. Au contraire, normalement, c'est ça qui doit être fait. On doit valider des hypothèses qui doivent être réévaluées au fur et à mesure de la mise en place des activités. Donc, en fait, l'outil en lui-même, finalement, en termes purement théoriques, il n'est pas très différent que de celui de la théorie du changement. C'est vraiment son application au moment où on informe l'Union européenne qu'on veut changer des hypothèses et des activités de son cadre logique, où ça devient un cauchemar administratif et contractuel. C'est à ce moment-là que l'outil devient rigide, contraignant. Et de la même manière, on a quand même aussi l'expérience maintenant d'approche orientée changement et de ces outils de la théorie du changement, notamment quand on voit la coopération canadienne qui l'utilise depuis un certain nombre d'années de manière qui commence à devenir contraignante également, le même processus que pour le cadre logique. En fait, ça devient une approche normative et en fait, effectivement, l'identification des acteurs devient beaucoup plus rigide aussi et au final, on tombe dans les mêmes travers. Donc évidemment, c'est pas tellement l'outil en lui-même, c'est plutôt le processus. Hein, c'est pour ça aussi ça fait écho à l'approche systémique aussi. C'est évidemment le processus en lui-même qui doit être participatif et réussir à appréhender la complexité. Et tant qu'on est dans une démarche où on veut absolument techniciser les complexités sociales et avoir une approche normative où on arrive à tout mettre dans des cases, ça marche pas trop. Donc j'espère que ça sera pas le même processus avec les approches orientées changement et qu'on réinventera dans 5 ans une autre terminologie pour en fait tomber un peu dans la même impasse. Alors moi du coup je me posais des questions sur justement Ah pardon, oui. Rapidement. Donc, Claire-Marie Braguier, j'étais étudiante à la licence pro et en fait, moi, je suis plutôt... mes questions se tournent plutôt sur l'approche orientée changement dans l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale. Et donc, face à toutes ces interventions, ma question, justement, se porte plutôt sur le côté
participatif et comment en fait motiver les acteurs, même au niveau des techniciens, comment est-ce qu'on fait pour... parce que du coup, la notion de l'évaluation, c'est toujours quelque chose qui est assez complexe et où les acteurs ont quand même pas mal de réticences assez souvent. Et donc moi, je suis assez pro-approche orientée changement. Je trouve que c'est vraiment une approche qui intègre les imprévus, qui intègre voilà, toute la notion de... voilà, enfin toutes ces notions assez complexes, mais je me demande vraiment comment est-ce qu'on peut intégrer les acteurs et les motiver pour s'engager tous ensemble dans cette même vision. Et enfin voilà, je trouve ça aussi quand même assez complexe, avec justement ce dénombrement de théories, de cadres logiques, on parlait d'essoufflement aussi tout à l'heure. Voilà, ma question se portait un peu sur... comment former aussi les gens et les motiver à ces approches. Voilà. Bonjour, Philippe Riffman. Je suis professeur chercheur associé et honoraire et j'ai enseigné pendant des années, donc justement le cadre logique. Donc, moi il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites, donc je vais me limiter sur des remarques sur l'intervention sur la communication dans le cadre logique et puis la communication de Léa Macias. Sur le cadre logique, moi j'ai quand même un petit peu l'avantage d'avoir un petit peu d'antériorité aussi. J'ai quand même souvenir de très fortes résistances culturelles, donc, notamment dans le milieu des ONG françaises. Et donc je suis très intéressé par la manière dont vous l'abordez aujourd'hui, parce que c'est un élément qui aujourd'hui paraît avoir disparu, donc je comprends très bien. Mais il y a eu, c'est aussi, là, vous le dites au début de votre communication, c'était aussi une démarche qui n'était pas spontanée, et qui n'est pas été, et la normalisation dans laquelle elle s'inscrit est une normalisation notamment mise en avant par les bailleurs. Et là, ce qui s'appelait l'Agence française de développement, elle-même a tardé à y adhérer. Et c'est quand elle y a en quelque sorte, elle s'y est en quelque sorte soumise qu'il n'y avait plus beaucoup de choix. Donc c'est quand même un élément qui, à mon sens, qui a plus de la sociologie des acteurs, qui est un élément. Enfin, moi, je ne sais pas si vous avez Delphine des remarques là-dessus, mais ça me semble un élément tant quand même qu'on ne peut pas totalement aujourd'hui ne pas prendre en considération, même si aujourd'hui le cadre logique pour tout le monde, effectivement, est en quelque sorte une évidence et une méthode de travail, même s'il a beaucoup évolué au fil du temps. Et la deuxième observation par rapport à l'intention de Léa, moi je trouve effectivement extrêmement intéressant cette analyse sur les data, parce qu'elle rejoint aussi les travaux que je mène moi personnellement. Mais moi, est-ce que de toute façon, dès le départ, le camp de Zaatari, c'est pas un camp spontané, c'est un camp aussi prépositionné, préorganisé par le HCR et le gouvernement jordanien. Donc c'est dès le départ, on est dans un processus de cette nature. Enfin, je parle sous votre contrôle, Léa. C'était dès le départ. Et la transformation en ville, bon, c'est la thèse que Michel Agier, effectivement, à juste raison, me semble-t-il, développe depuis un certain nombre d'années sur les camps de réfugiés. Est-ce que vous ne pensez pas que dès le départ, il y avait justement aussi cette idée d'en faire une ville-camp? Et puis, est-ce que ces références constantes à la mesure et à la quantification ne s'intègrent pas dans quelque chose de plus général, qui est à la fois la fascination pour ce qu'on appelle dans le jargon la quantophrénie, c'est-à-dire effectivement la généralisation de la mesure, la généralisation du calcul finalement. Est-ce que ça s'insère pas dans les pratiques aujourd'hui ONG et les pratiques humanitaires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler sans mesurer.
Et ce n'est pas seulement au niveau de la réponse, mais on ne peut plus travailler dans le domaine de l'aide sans mesurer. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cet élément-là? Bonjour, moi je m'appelle Camille Tuchet. Alors, c'était plus une réflexion par rapport à l'intervention de Delphine. Je faisais partie jusqu'à très récemment du Secours catholique. Pour moi, c'est plus par rapport à donc, une ONG française en France. En fait, j'ai observé énormément de tensions entre les nouveaux salariés plus jeunes et les gens qui avaient 15-20 ans de bénévolat. Et du coup, j'ai analysé plusieurs raisons, mais en fait, je m'étais jamais posé la question du mode projet. Et peut-être que ça pouvait éventuellement, ce mode-là, par rapport à un ancien mode, amener en fait énormément de conflits et de tensions entre les différentes générations. Voilà. Et du coup, moi, ce que je me demandais, c'est comme moi, j'ai toujours travaillé en mode projet, c'était comment avant le mode projet. Et aussi, quand vous parliez du coup vous avez parlé de violence symbolique. Voilà, quel type de violence symbolique concrètement, voilà, j'étais intéressée par ça. Merci. Bon, je vais essayer de parler rapidement, donc un peu caricatural, excusez-moi. Bon, moi, je suis une association Projet Solidaire et je viens du milieu de l'entreprise. Juste quelques petits flashs, donc un peu courts, mais si vous voulez, moi, le cadre logique, je l'ai découvert en entreprise, dans des cadres d'appels d'offres européens, ce qui n'était pas sur le domaine de la solidarité internationale. Et d'une façon générale, juste c'est une anecdote, mais d'une façon générale, je pense qu'il y a beaucoup d'outils, beaucoup de démarches, beaucoup d'approches, etc., qui nous viennent, alors pas directement, on va dire, hein, mais du milieu de l'entreprise quand même, parce que les approches processus, les approches orientées changement, etc., moi, j'ai découvert tout ça dans le milieu de l'entreprise. Alors, ça peut choquer d'entendre ça vis-à-vis des ONG, mais il faut voir aussi ce contexte général. Ça, c'est une première remarque. Tous ces outils-là, je les ai pratiqués sous d'autres formes. On parle beaucoup de démarche qualité aussi en ONG, mais ça, les démarches qualité, ça fait 30 ans qu'on en parle. Et je vais justement vous citer juste une petite phrase d'un professeur qui s'appelle Joseph Jurand, qui est maintenant décédé, mais il disait une chose: si dans votre boîte à outils, vous n'avez que des marteaux, tous les problèmes auront la forme d'un clou. Donc, ce qui veut dire par là, c'est qu'il faut avoir aussi une variété d'outils qui sont adaptés à différentes situations. Il faut éviter de dire le cadre logique, c'est l'alpha et l'oméga, et maintenant, l'alpha et l'oméga, c'est l'approche orientée changement. Moi, je pense, je ne vais pas le répéter, mais je suis tout à fait d'accord avec la première intervention, et je pense qu'on peut mettre de l'orienté changement dans le cadre logique, et on peut le construire de façon participative. Et si les résultats, on les appelle des changements, on peut aussi construire une matrice à 3 dimensions, si je peux dire, et faire de l'orienté changement et sur les résultats et sur les actions qu'on va identifier. Donc je crois qu'il ne faut pas opposer les outils. Et dernière remarque, quand on parle de mesure ou d'évaluation, on a trop tendance à penser à des choses quantitatives, mais mesurer et évaluer, ce n'est pas que du quantitatif. Donc voilà, voilà, c'est quelques trucs. Et je dirais en conclusion, je crois que le cadre logique, c'est une approche systémique un peu mécaniste. L'approche orientée changement, c'est une approche systémique un peu sociologique, et je crois qu'il faut mettre un peu de la sociologie dans le mécanisme. Voilà. Oui, c'est juste une question pour Léa. Et puisque ce n'était pas présenté, je ne sais pas, est-ce que vous avez essayé de regarder comment toute la question de mesure façonne la question de la compétence des professionnels qui interviennent au niveau de ces sites. Donc, à partir de compétences mesurables et chiffrables, donc, en termes de toutes les questions de gestion, de mathématiques, de tout ça. Donc. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'on laisse un peu chacun... Il y a plusieurs réflexions, hein, d'ailleurs, sur l'utilisation du cadre logique et l'approche orientée changement. Je voulais signaler quand même que même l'Union européenne commence à se mettre à utiliser ça, parce que la nouvelle forme du cadre logique, maintenant, elle est orientée changement, donc de l'Union européenne. Et l'AFD va sûrement suivre. Mais ils arrivent quand même derrière, il faut quand même quantifier, hein, rassurez-vous, vous n'êtes pas sortis de la question de la quantification, et toujours des indicateurs objectivement vérifiables, etc. Mais c'est pour dire que même cette approche, là maintenant, elle est en train de s'intégrer, il y a une espèce de mixte, approche orientée changement et cadre logique, qui se fait dans les derniers modèles de cadre logique de l'UE. Donc là, je pense qu'il y a plusieurs éléments, et surtout un changement qui est très important, c'est qu'on a le droit de négocier des changements du cadre logique maintenant.
avec l'Union européenne. C'est quand même... On a un sacré changement, sans avoir à passer tout le circuit. Voilà. Donc il y a beaucoup peut-être de questions comme ça. Donc peut-être parmi les intervenants qui veulent peut-être réagir à certains éléments. Oui, je serais tenté de donner la parole à Madame Vincenot, qui a été quand même bien en pointe dans toutes ces questions. Je dois dire que dans son... En fait, c'est toujours la difficulté de la prise de parole un peu raccourcie. Donc, effectivement, mon texte était très long et la prise de parole un peu courte et schématique. Je ne suis pas revenue sur les résistances initiales au cadre logique en France. Et effectivement, même l'AFD, qui est pourtant une agence plutôt liée créée dans le cadre du New Public Management, a été un peu réticente aussi pour garder une certaine... il y a des jeux de pouvoir aussi là-dedans, mais je dirais, pour répondre juste à cette question un peu schématiquement, qu'il y a eu toute la professionnalisation du secteur fait débat. Et quand je disais que les salariés avaient promu cette méthode, je pense que c'est les salariés de ma génération, en fait, qui ont été dans les premiers à être formés universitairement, dans les premiers à qui on a exigé des bacs plus 5 pour avoir des postes de gestion, en termes de gestion de projet, qui, eux, ont revendiqué des compétences professionnelles. Et quand c'est devenu obligatoire, cette normalisation s'est faite par la nécessité d'accéder à des fonds et donc par le format donné aux bailleurs, effectivement, tout le monde a fini par se faire du cadre logique. Cadre logique, mais je ne suis pas revenue dessus, évidemment, qui vient d'un héritage de l'armée américaine. Donc même avant l'entreprise, il y avait déjà un autre héritage. Dans l'héritage de l'entreprise, quand je parlais de logique, d'isomorphisme, on voit quand même dans les années 90, c'est le tournant en France en tout cas, où l'entreprise est très valorisée en termes de modèle. Et donc effectivement, travailler sous mode projet, moi j'entends souvent des gens qui disent ça, qui disent mais dans les associations ils ne travaillent même pas sous mode projet. C'est aberrant. Et donc effectivement, on peut penser que les ONG, pour montrer qu'elles étaient professionnelles, ont calqué des formats des entreprises qui, elles, sont considérées comme compétentes et professionnelles. Et qu'elles ont hérité, effectivement, le mode projet, mais aussi les approches processus. Tout ça, c'est des choses qui circulent. Mais l'idée là où je voulais venir titiller un peu aujourd'hui, c'était aussi ce changement de typologie d'organisation qui affirme... qui s'installe, en tout cas un peu, dans une typologie généralisée de néolibéralisme, on en a déjà parlé. Sur le mode projet, du coup, qu'est-ce qu'il y avait avant le mode projet? Je pense que certains peuvent répondre. Il y avait des politiques, des stratégies il y a plusieurs années. Alors c'est ma question que je pose souvent à des gens, mais finalement il faut remonter quand même à une certaine antériorité pour trouver des gens qui ont travaillé avant le mode projet. Donc il existait des actions qui avaient quand même, qui s'appelaient pas projet, qui étaient sans doute moins standardisées d'une structure à une autre, et chacun avait ses documents et fonctionnait sous ses propres modalités. Voilà. Et sur l'histoire de la violence symbolique, je dirais que ce que j'avais en tête quand j'en parle, c'est quand on change de typologie d'organisation, des violences en termes de violence managériale. C'est-à-dire que mon idée, c'était de dire quand du coup les dirigeants de ces structures-là et les managers dans ces structures-là ont des difficultés à passer d'un mode d'un imaginaire à un autre, enfin en tout cas d'arriver à donner des ordres clairs, étant eux-mêmes pris dans des imaginaires différents. Et donc très concrètement, c'est des injonctions paradoxales, c'est des difficultés à donner les moyens des choses qu'on attend, dans les projets, d'avoir souvent des objectifs très ambitieux et des temporalités ou des moyens très faibles, très courts. Donc c'est cette violence-là. J'ai pris un petit bout, mais je ne peux pas monopoliser. Et sur les dimensions participatives... des AOC, parce que du coup, en lien avec le prix sous cette casquette-là, mais il y a des initiatives très intéressantes en Nouvelle-Aquitaine, celles qui ont été présentées ce matin, mais avec Couleur du Monde, qui travaillent beaucoup, qui développent justement comment est-ce et avec leur ADSI, qui sont très impliqués et qui vraiment ont réussi à ce qui n'est pas propre aux AOC en soi, ce qui a développé des démarches participatives très intéressantes qui sont réactivées par ce programme-là AOC, où les ateliers ont été extrêmement participatifs, mais qui, du coup, pourront aussi vous renseigner concrètement sur comment ils ont fait.
En essayant de rassembler un petit peu ce qui a été dit, si le chemin du changement était un nouveau paradigme. Et justement, j'aimerais que les autres intervenants qui se sont intéressés au chemin du changement, est-ce que c'est un nouveau paradigme avec de nouveaux acteurs, avec un nouveau contexte, avec mettons, une dissolution totale de toutes nos certitudes et un certain nombre d'autres choses, ou est-ce que c'est finalement un cadre logique amélioré? Et d'où ça vient aussi, en fait? D'où ça vient? Parce que le cadre logique, en tout cas, on dit toujours que ça vient des bailleurs, mais moi, je ne sais pas si c'est vrai. Et est-ce que là aussi, tout ce mouvement, il vient d'où? Enfin, moi, j'ai entendu que le Canada l'utilisait depuis un moment, mais c'est qui? Est-ce que ça vient du côté des bailleurs? Est-ce que ça vient du côté du milieu associatif? D'où ça vient, en fait? Est-ce que c'est quelque part le reflet d'un certain pouvoir ou de l'expression d'un pouvoir? Et dans cette réponse, bien sûr, le changement de métier des techniciens a toute sa place aussi. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? François, tu veux intervenir? Sans savoir, on se croirait dans un avion, non, sans avoir les réponses, mon regard du partage d'expérience avec mon collègue, j'ai l'impression que c'est affiché comme un changement de paradigme, du moins, voilà, de son côté, parce que je vous ai épargné toute la mise à banc des défauts du cadre logique qu'on a aussi énoncé, et qui, du coup, revendique et défend l'intérêt et les apports de cette approche dite AOC. Mais finalement, en pratique, quand on décrit le processus, il est quand même reparti du cadre logique pour le réinterroger, l'hybrider grâce au processus pour réinjecter des nouveaux indicateurs, éventuellement des nouvelles paroles, des nouveaux acteurs. Donc je pense qu'on est quand même, comme vous l'avez mentionné, on est dans une révision, hybridation ou transformation du cadre logique dans lequel on va rajouter ces dimensions qualitatives, processuelles, réflexivité et participatives. Pour répondre à la première question. Mais, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui voulait intervenir. Ah pardon, excuse-moi François. Attends, je n'avais pas fini. Excuse-moi. Et par contre, donc ça met en avant finalement des formes relativement invisibles, du moins sur le papier, parce qu'on est quand même à répondre dans la manière de rendre compte aux bailleurs et aux acteurs, comme les chiffres, c'est exactement la même chose, pour pouvoir consolider, sécuriser, rendre compte, renouveler finalement les engagements financiers, etc. Également auprès des donateurs, auprès des partenaires publics locaux, etc. Donc on est des formes de justification extrêmement sophistiquées, de plus en plus sophistiquées avec les ODD, plus des processus complexes qui valident finalement nos actions, sans qu'il y ait finalement de retour auprès des dits bénéficiaires. Par contre, ça met en avant, ça révèle des jeux d'acteurs que j'ai essayé de partager aujourd'hui, avec des groupes dynamiques de jeux d'acteurs qui vont eux-mêmes s'emparer de l'objet pour jouer dans leur propre jeu stratégique, dont les logiques et les intérêts, a priori, ne sont connus que de manière très très locale, mais qui apparaissent très peu dans ces objets bureaucratiques. Et la difficulté, c'est à la fois de pouvoir les comprendre, les diagnostiquer de manière évolutive, de comprendre les groupes d'acteurs et les logiques sous-jacentes, pour répondre, du coup, de devoir réinjecter dans les compétences des critères, des grilles de lecture sociologiques, etc. Ce qui permettrait aussi de répondre à la question de savoir comment faire en sorte qu'on s'approprie et qu'on participe à ces jeux d'acteurs. Je pense que l'entrée indispensable et minimum, c'est de réinjecter des outils, une réflexion sociologique pour pouvoir lire et comprendre la complexité. Dans les 3 minutes qui nous restent, on va laisser les orateurs prendre position s'ils le souhaitent. Monsieur Mayobila, qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet en 3 mots? Ok, je vais dans le même sens que ce qui
vient d'être dit par beaucoup de personnes, c'est-à-dire du point de vue académique, il n'y a pas vraiment de différence. C'est difficile de définir ou de créer cette différence entre les cadres logiques et les approches changement. Maintenant, tel que dans la présentation que j'ai faite, c'est vraiment du point de vue pratique qu'on essaye au niveau terrain, qu'on essaye de créer ces petites différences-là. Mais sinon, c'est des outils, des approches entre guillemets qui nous permettent d'avoir des résultats. Donc, ça dépend aussi des contraintes avec les bailleurs. Donc, quand on se rend compte que le bailleur, il est très mécanique, on va maintenant dans les cadres logiques. Et s'il est sociologique, comme vous le dites, on repart dans le théorique. Et c'est vraiment quelque chose qui est très relatif. Oui. D'accord. Monsieur Payer ou Oui, donc Charline Ranger, donc comme disait Augustin, j'ai travaillé sur le projet de développement de la pisciculture comme chargée du suivi et évaluation de la recherche-développement. Voilà, et je suis agroéconomiste de formation et géographe. Je ne vais pas pouvoir apporter beaucoup d'éléments sur... en fait, je connais assez mal le milieu du développement. Hein. J'ai fait une thèse depuis 1 an et demi de travail dans un projet, donc je ne pourrais pas parler de l'évolution des paradigmes dans le milieu du développement. Simplement, par rapport au cadre d'études qu'on a présenté, c'était de dire que ce qu'on a présenté là plus autour de l'approche systémique, ça s'intégrait dans quelque chose de plus global qui était en fait ce qu'on peut appeler un processus de traduction, donc qui renvoie au corpus conceptuel de la sociologie de la traduction, avec l'idée en fait qu'on avait initialement des acteurs qui étaient amenés à travailler ensemble, qui avaient des logiques individuelles ou de groupes différentes et qui finalement partageaient pas forcément la même vision de pourquoi on faisait de la pisciculture et qu'est-ce qu'on avait à faire ensemble. Et donc l'idée, notamment à travers ça, mais à travers d'autres actions, c'était d'essayer de faire émerger un peu une vision commune de cette question. Et là, on rejoint ces questions un petit peu d'intérêt, de jeu de pouvoir, etc. Puisqu'au final, on les a pas. En fait, c'est une marche, quoi. On a réussi parfois à dépasser certains intérêts individuels pour faire émerger de nouveaux intérêts collectifs. Mais après, il y a d'autres niveaux qui interviennent quand il faut négocier un nouveau projet avec d'autres acteurs à des échelles supérieures au niveau national, etc. Là, de nouveau, on a des logiques qui rentrent en contradiction. Donc, voilà, je connais mal l'approche orientée changement. J'avais l'impression que ça permettait de faire un parallèle, que ça permettait de reconnaître cette question de processus de traduction, mais je ne sais pas en fait quel est l'état de la réflexion en fait à ce niveau-là. Maintenant, on va laisser Mlle Macias répondre aux questions qui lui ont été adressées parce qu'elle a suffisamment entendu. Mais pas de problème, je vais faire très très vite en 3 petits points. Sur Zaatari, c'est intéressant parce que justement, est-ce que Zaatari est une ville ou pas? Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que Zaatari soit devenue une ville parce que malgré les services, on a quand même un espace fermé de personnes contrôlées, etc. Et surtout, à un moment de la création du camp, la mesure est arrivée en fait après pour rattraper le déroulement de processus en fait sociaux, c'est-à-dire que les réfugiés se déplaçaient dans la nuit en mettant des roues sous leurs caravanes. Ce que n'avait pas du tout envisagé le HCR, avait installé des caravanes bien alignées et en quelques semaines et même en quelques jours, les gens se sont retrouvés à l'envers dans le camp, tous concentrés sur les premiers districts. Et du coup, pour respecter les indicateurs sphères d'accès à l'eau, sanitation, etc., et là, les indicateurs étaient tous au rouge, alors que le camp avait été planifié avec des blocs sanitaires, etc., etc. Donc la mesure via la cartographie est arrivée ensuite pour expliquer quel changement il fallait opérer très rapidement pour les organisations humanitaires en déplaçant, etc., les infrastructures.
Et deuxième point, et donc ça veut dire que c'est une ville très hygiéniste. Si on envisage le plan de la ville, du Caen comme d'une ville, c'est une vision très hygiéniste de la ville avec des indicateurs qui n'ont rien à voir avec une vie sociale. Et ça, à Zaatari, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'observe avec son camp voisin, qui est Azraq, qui a été ouvert 2 ans plus tard avec 1 année et demie de préparation. Donc c'est pas, pour le coup, les humanitaires n'ont pas été pris de court. Et ce camp, il a été formé d'une telle façon qu'il n'y a même plus besoin de collecter de la donnée, parce que les gens sont fixés au sol, les caravanes sont fixées, donc ne peuvent pas se déplacer, fermés dans des districts au sein du camp, avec des espaces de marché extrêmement contrôlés. Donc il n'y a pas eu le développement économique dont tout le monde promeut la vision à Zaatari. Tout le monde dit que c'est génial, mais alors en fait, le camp qu'on a répliqué 2 ans plus tard est à l'opposé de cette image-là. Donc moi, ce qui me fait dire que Zaatari, la production de la donnée, elle est arrivée ensuite pour lisser, pour homogénéiser, pour mettre une forme d'ordre telle que les humanitaires ont pu. Et la statistique était une solution. Et que, à l'inverse, quand ils ont pu créer le camp d'Azraq, donc juste 50 km plus loin, les mêmes populations qui venaient des mêmes zones, etc., la vision du camp, elle a été complètement changée. Et on a eu des réponses techniques qui feront qu'il n'y a pas d'enquête à Azraq. Il n'y a pas besoin d'avoir d'enquête parce qu'on sait où sont les gens et il n'y a pas d'activité. Donc, il n'y a pas besoin de mesurer quoi que ce soit en fait à Azraq. Donc ça, pour moi, c'est une vision intéressante de la mesure et du rôle de la mesure. Et du coup, dans le travail, et là, le fait on ne peut pas travailler sans mesure, vos questions se répondent très bien. C'est-à-dire que les humanitaires sont déjà habitués avec les cadres logiques, suivi, évaluation, à répondre à ça. Par contre, créer des cartes, créer de la donnée comme ça, qui n'a pas forcément de lien avec un projet en particulier, ça a été externalisé. Ça a été donné à des initiatives, à des consortiums, à des consultants qui n'ont pas forcément d'ailleurs de connaissances fines du terrain, qui viennent 3 semaines, 1 mois avec leurs étudiants, créer un modèle économétrique sorti un peu du chapeau avec 350 enquêtes. Et ensuite, on va donner un outil extrêmement technique et difficile aux humanitaires à comprendre. Cependant, les résultats qui vont être produits sont très faciles, c'est-à-dire que ça va être en score de 1 à 5, par exemple, c'est un exemple, qui va permettre une prise de décision complètement détachée de la personne, et de se dire, c'est pas moi qui ai le rôle de décision, mais ils ont un 4, c'est pas moi qui ai décidé, c'est la machine. Et donc, en fait, ça vient très vite se compléter, parce que entre ces modèles très compliqués et ces résultats en fait très simples, qui simplifient extrêmement le réel, les humanitaires trouvent un peu leur équilibre entre ces consultants, ces économistes, et puis leur pratique quotidienne qui fait que ça les détache d'une prise de décision. Si on appliquait la théorie, l'approche par le changement dans les camps de réfugiés, on leur demanderait quelles sont leurs visions à venir et quel chemin ils aimeraient prendre. Ça serait intéressant, peut-être. Oui, mais c'est ce qui est en train d'être fait en rattrapant un peu par les enquêtes. En fait, on fait comme si on leur demandait un petit peu leur avis, mais en fait, on n'en fait rien de toute façon. Et voilà. Et puisque nous semblons nous plaire ensemble, et malgré l'heure tardive, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de personnes qui souhaitaient intervenir dans la salle. Vous avez le droit. Vous avez le droit de le faire, mais alors rapidement quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va encore Non, simplement, je voulais simplement dire qu'en Afrique, normalement, étant donné que les projets, quand on a inculqué le mot projet, les projets, je parle des projets d'aide au développement, c'était selon les bailleurs, c'était par rapport au financement. Donc l'Afrique a toujours travaillé en mode projet. C'était juste pour apporter cette précision depuis qu'ils ont commencé. Et je voulais dire aussi, le cadre logique de performance permettait aux bailleurs d'avoir l'intention d'harmoniser leur méthode, leur méthodologie. Bien que jusqu'à aujourd'hui, cette méthodologie n'est toujours pas harmonisée. Voilà. Mais c'était une intention. C'est ce que je voulais apporter comme précision. Voilà. Juste très rapidement, par rapport au camp des réfugiés, il y a une approche qui est utilisée par le HCR, une approche, je dirais, plus ou moins orientée changement, qui est appelée AGDM. Il y a Age, Gender, Diversity and Minority. Donc, ils font des focus groups par rapport à ces éléments pour essayer d'évaluer ou d'avoir les points de vue des bénéficiaires. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont inscrits à la visite au bord de mer? Je crois que c'est à 6h30.
Oui, moi je voulais juste réagir, enfin la question sur approche orientée changement. Dans l'analyse un petit peu, moi je suis dans un réseau qui est globalement anglo-saxon et c'est vrai que la théorie du changement, ça vient plutôt des milieux de coopération anglo-saxons. Moi je vois que ça a déjà été totalement absorbé par le système. Pour l'US7, c'est obligatoire désormais de faire une théorie du changement. Pour la coopération américaine, pareil pour la coopération canadienne, les organisations le font et les consultants, enfin tous les dispositifs que l'on voit sur le cadre logique, on les voit aussi avec la théorie du changement. Donc ça fait plutôt écho aux commentaires de la fin de la plénière, effectivement la capacité du système à vraiment s'approprier toutes sortes de dynamiques ou d'initiatives qui pourraient contester sa légitimité et à le recycler au sein même du système. Moi, je vois un peu plus comme ça. Moi, je voudrais finir sur un point positif. Oui, alors. pardon. Nous, on a essayé avec quelqu'un du CCFD dans le cadre d'un projet en Guinée, dans le Fouta de Jalon, de l'appliquer simplement en regardant un peu les documents qui sont sur le site Prism. Je vous incite à regarder aussi parce que je trouve qu'ils sont bien. Et on a juste essayé avec une fédération de travailler sur la vision. C'est quoi leur vision? Comment ils ont envie que leur organisation soit dans 15 ans? Et bien finalement, ça a très bien marché alors qu'on n'était pas experts. Mais les gens ont eu envie. Il y avait des élus, des techniciens. On leur a dit c'est pas trop vous, c'est les élus. Et en fait, ça a bien marché, ça. Et après, quand on a défini le projet, et qui était déjà le nouveau projet de l'Union européenne où il y a un peu de changement, là, on avait ça au fond de la salle. Hein, c'est ça que vous avez dit que vous vouliez dans 15 ans. Et on regardait si le cadre logique... Et c'était finalement assez intéressant. Et moi, j'ai trouvé que c'était pas si mal. Donc voilà, un peu de positif. Merci beaucoup. J'espère que vous avez toutes les informations pour ceux qui sont inscrits à la visite Bordeaux-Nègre. C'est devant le palais de justice. Il y avait hier, il y a aujourd'hui, il y a demain. Mais normalement, il faut s'inscrire, il ne faut pas être plus de 20. Donc, éventuellement, pour regarder si vous avez un accès Internet, s'il reste des places. Sinon, il y a encore des places demain. Donc, vous pouvez aussi vous inscrire. On peut demander à quelqu'un, tu crois, ici? Non, mais on peut les regarder sur le... Je peux aller regarder sur le lien. Ouais, je veux bien. Ouais, je vais jeter un coup d'œil. Et après, donc demain, c'est à 9h. C'est plus du tout ici. On va aller vers l'université, la Maison des Suds, tout ça, c'est autre chose. Donc, mais il y a un très bel amphi aussi. Donc, on vous attend demain à l'heure, si possible, à 9h. Et bonne soirée.